Je m'appelle Gabi, et à 31 ans, je pensais épouser l'amour de ma vie. Au lieu de cela, je me suis retrouvé debout sur le trottoir dans une robe de mariée sur mesure, réalisant que j'étais sur le point de partir en guerre. Avant de poursuivre cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Aimez et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à des beaux-parents qui sous-estimaient complètement votre valeur. L'air frais de ce matin d'octobre transperçait la soie délicate de ce racle-la-gorge Maroc Verawang. Je me tenais sur l'allée pavée du domaine de Piémont, fixant avec une incrédulité totale les lourdes chaînes en acier enroulées serrées autour des grilles en fer forgé doré. Le vaste manoir derrière les grilles était complètement silencieux. Il n'y avait aucun fleuriste déchargeant des compositions florales. Aucun traiteur n'installait la cascade de champagne. Il n'y avait qu'une cour froide et vide. Mon cortège de mariés restait figé derrière moi, tenant les bouquets dans un silence de stupeur. La directrice du domaine, une femme nommée Sarah, se tenait de l'autre côté de la grille, serrant un épais dossier cartonné contre sa poitrine. Elle semblait terrifiée à l'idée même de croiser mon regard. « Je suis tellement désolée, mademoiselle », dit-elle, la voix tremblante dans l'air calme du matin. L'événement a été officiellement annulé mardi dernier. Votre belle-mère, Vivien, est venue en personne avec les documents de procuration finalisés. Elle a formellement résilié le contrat et retiré l'intégralité de la compte de $150 000. Mon cœur battait violemment contre mes côtes, mais j'ai forcé ma respiration à rester régulière. Je refusais de laisser une seule larme gâcher mon maquillage. J'avais payé 80% de ce mariage grâce aux bénéfices de mon cabinet de relations publiques spécialisé dans la gestion de crise. J'avais bâti mon entreprise à partir de rien, travaillant sans relâche pour devenir la gestionnaire de crise la plus prisée de l'élite d'Atlanta. Mais contre mon propre jugement, j'avais permis à Vivien de faire figurer son nom sur le contrat principal en tant que contact financier principal. Julien m'avait supplié de le faire. Il m'avait dit que sa mère était de la vieille école de la haute société et qu'elle avait simplement besoin de se sentir respectée. Il m'avait promis que ce n'était qu'une formalité pour préserver la paix. Je pensais tendre une branche d'olivier à une femme qui avait passé les 2 dernières années à me traiter comme un cas social simplement parce que j'avais grandi dans les quartiers populaires du West End. Au lieu de cela, je lui avais remis l'arme juridique exacte dont elle avait besoin pour m'humilier le jour le plus important de ma vie. Sarah s'agita inconfortablement derrière les barreaux de fer. Mademoiselle, continua-t-elle doucement. Vivien nous a demandé de ne pas vous contacter. Elle a affirmé que Julien gérait la communication car le mariage était réduit et déplacé vers un lieu plus adapté et privé, l'Héritage Country Club. Entendre ce nom me glaça le sang. L'Héritage Country Club était un établissement hyper exclusif où Vivien siégeait au conseil d'administration. C'était aussi un endroit réputé pour ses règles strictes concernant les invités et son environnement élitiste. Soudain, tout prenait un sens écœurant. Vivien n'avait pas seulement annulé mon domaine. Elle avait détourné mon mariage pour filtrer ma famille. Mon téléphone commença à vibrer sauvagement dans ma main. C'était mon organisatrice de mariage, paniquée. Elle était garée à seulement 2 pâtés de maison d'ici avec une flotte de bus de luxe transportant ma famille. Mes tantes, mes oncles, mes cousins et mes amis d'enfance qui avaient pris l'avion de tout le pays pour faire la fête avec moi. C'étaient des gens travailleurs qui avaient fait des heures supplémentaires pour pouvoir s'offrir leur billet d'avion. C'étaient exactement les personnes dont Vivien chuchotait toujours le nom lors des dîners mondains, les qualifiant de bruyantes et sans manières. J'ai décliné l'appel et j'ai serré fermement le téléphone dans ma paume. Je me suis de nouveau tourné vers la directrice du domaine. A-t-elle laissé d'autres instructions, Sarah, ai-je demandé, gardant ma voix dangereusement calme. Sarah avala difficilement sa salive, serrant le dossier encore plus fort. Elle a dit que la nouvelle liste d'invités était strictement limitée à 50 personnes, uniquement la famille immédiate et quelques partenaires commerciaux de Julien. Elle a explicitement déclaré, « Votre liste d'invités élargie ne sera pas autorisée à franchir les portes de sécurité du country club. » Un soupir de stupeur s'échappa de ma demoiselle d'honneur derrière moi. Mais je n'ai pas soupiré. Je n'ai pas crié. En tant que gestionnaire de crise, j'étais formé pour détacher l'émotion de la catastrophe et me concentrer entièrement sur la solution. Julien, mon prétendu protecteur, était au courant de cela. L'homme qui m'avait demandé en mariage sur un yacht privé, jurant qu'il me défendrait toujours contre sa famille. La politique de la respectabilité toxique. Il était resté sans rien faire et avait laissé sa mère exclure ma famille de mon propre mariage. L'homme dont j'avais aidé à restructurer les prêts d'études de droit.
L'homme que je croyais m'aimer pour mon ambition et ma hargne avait choisi de lâchement se cacher derrière sa mère. Ce n'était pas un malentendu. C'était une attaque calculée et brutale pour me rappeler ma place. Vivien de son côté voulait effacer complètement mes racines et modeler Julien en un mari parfait de la haute société avec une épouse soumise et silencieuse qui sourirait simplement pour les caméras et signerait les chèques. Elle pensait que je serais trop embarrassé pour riposter. Elle pensait que je m'effondrerais sur le trottoir dans ma robe coûteuse et renverrais discrètement ma famille à l'aéroport, honteuse. Elle supposait que je marcherais dans l'allée de son country club la tête baissée, simplement reconnaissante d'être acceptée dans sa prestigieuse famille. Elle se trompait. J'ai pris une profonde inspiration de l'air frais de l'automne. J'ai tendu la main pour détacher délicatement le lourd voile de diamants de mes cheveux, le confiant à ma sœur. Puis, j'ai ouvert le coffre de ma limousine et en ai sorti mon ordinateur portable, le posant directement sur le capot de la voiture. Le compte à rebours avait officiellement commencé. J'avais 30 minutes pour préserver la dignité de ma famille et détruire absolument l'illusion soigneusement construite de Vivien. Je n'allais pas les laisser gagner. J'avais bâti ma vie en gérant l'impossible et en le transformant en victoire. Ils n'avaient aucune idée de qui ils venaient de défier. J'ai d'abord composé le numéro de Julien, prête à entendre ses pathétiques excuses. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'il ne décroche, et à travers le haut-parleur, je pouvais entendre le son lointain d'un saxophone jouant une mélodie de jazz doux. Il était à l'intérieur, quelque part au chaud et confortable, tandis que je me tenais là, grelottant sur le béton dans ma robe de mariée. « Allô, chérie ?» répondit-il, la voix basse et prudente, comme s'il essayait de calmer un animal nerveux. Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait de découvrir que son lieu de mariage avait été annulé. Il avait l'air d'un homme qui savait depuis le début et attendait simplement l'explosion inévitable. Je ne l'ai pas salué. J'ai regardé les lourdes chaînes sur la grille et je lui ai demandé très calmement pourquoi je me tenais devant un domaine verrouillé alors que toute ma famille était assise dans des bus de luxe à 2 pâtés de maison d'ici. Il y eut une longue pause lourde à l'autre bout du fil. Le jazz doux continuait de jouer de manière moqueuse en arrière-plan. « Gabi, écoute-moi », commença-t-il, adoptant ce ton condescendant qu'il utilisait toujours lorsqu'il essayait d'expliquer quelque chose qu'il me pensait trop émotive pour comprendre. Ma mère et moi avons eu une longue discussion la semaine dernière, et nous avons réalisé que le domaine de Piémont était juste trop massif, trop chaotique pour le genre de cérémonie élégante et intime dont nous avons vraiment besoin en ce moment. Nous. Répétai-je, ces mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Nous comme toi et moi, ou nous comme toi et Vivien. Il laissa échapper un soupir de frustration. Ne fais pas ça, Gabi. Ne transforme pas ça en combat. Ma mère a réservé l'Héritage Country Club pour nous. C'est le lieu le plus exclusif d'Atlanta. Tu sais à quel point il est difficile d'obtenir une réservation de week-end là-bas. Elle a dû faire jouer beaucoup de relations pour que cela se produise pour nous. Ce sera magnifique. Juste 50 de nos amis et de notre famille les plus proches. Une soirée privée et raffinée. J'ai fixé mon reflet dans la vitre teintée sombre de la limousine. 50 personnes. Notre liste d'invités d'origine comptait près de 300 personnes. Je lui ai demandé directement ce qu'il s'attendait à ce que je fasse des 240 invités qui avaient voyagé à travers le pays pour me voir me marier. Et mes tantes qui ont cuisiné pour nous à chaque Thanksgiving, ai-je demandé. Et mes cousins qui t'ont aidé à emménager dans ton appartement quand tu n'avais rien. Et les gens du West End qui ont soutenu mon entreprise avant que quiconque ne me donne ma chance. Julien baissa d'un ton, tombant dans un murmure étouffé. Gabi, sois raisonnable, supplia-t-il. L'esthétique. Mon héritage, ma famille. Les personnes qui m'avaient façonné pour d'être la femme debout ici aujourd'hui n'étaient rien de plus qu'un handicap pour son esthétique d'entreprise. Il parlait de ma famille comme s'il s'agissait d'un accessoire embarrassant qu'il devait cacher dans le placard avant l'arrivée des invités importants. Cet homme avait mangé à leur table, ri à leurs blagues et les avait laissés le traiter comme un fils. Mais quand venait le moment de se tenir à leur côté à la lumière du jour, il choisissait de se cacher derrière les colliers de perles de sa mère et les abonnements au country club. J'ai réalisé à ce moment-là que Julien ne voulait pas d'une partenaire. Il voulait un accessoire. Il voulait une femme noire qui avait assez de succès pour bien paraître à son bras, mais suffisamment déconnectée de ses racines pour ne jamais mettre mal à l'aise ses riches associés blancs. Je lui ai demandé s'il avait l'intention de me le dire avant que je ne me présente devant la grille. Il bafouilla, prétendant qu'il voulait me surprendre avec cette amélioration de standing et que sa mère était censée s'occuper de la logistique.
Il mentait. C'était un lâche qui laissait sa mère faire son sale boulot parce qu'il n'avait pas le courage de me regarder dans les yeux et de me dire qu'il avait honte d'où je venais. Julian, dis-je, ma voix tombant dans un calme absolu. Tu as laissé ta mère voler mon argent, annuler mon domaine et exclure ma famille de mon mariage. Tu pensais que j'allais juste pleurer, prendre une voiture pour aller à ton country club et dire merci. Il y eut un silence sur la ligne. Je le connaissais assez bien pour savoir qu'il hochait la tête. Il croyait vraiment que je l'aimais si désespérément que j'allais avaler ma fierté et abandonner ma famille juste pour avoir son alliance au doigt. Je suis tellement désolé que tu te sentes prise au dépourvu, chuchota Théil, semblant sincèrement convaincu d'être la victime de mon entêtement. Dis juste au bus qu'il y a eu une erreur logistique. Envoie-les dans un bon restaurant de la ville. Je paierai pour le repas. S'il te plaît, monte dans une voiture et viens à l'héritage. La cérémonie commence dans 1 heure et ma mère est déjà stressée. Ma mère est stressée, répétai-je. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé la colère brute et aveuglante se solidifier en quelque chose de tranchant et précis. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai simplement dit que je le verrais très bientôt et j'ai raccroché. Je ne lui ai pas dit que je n'avais absolument aucune intention de renvoyer ma famille. Je ne lui ai pas dit que les compétences en gestion de crise que j'utilisais pour détruire les scandales des grandes entreprises allaient être retournées contre sa propre mère. Ma demoiselle d'honneur toucha doucement mon épaule, me demandant ce que nous allions faire. Je me suis tourné vers elle, sentant un sourire froid se dessiner sur mes lèvres. Avant que je ne puisse répondre, une Porsche argentée élégante se gara le long du trottoir, juste à côté de ma limousine. La portière passager s'ouvrit et une paire de chaussures en cuir italien coûteuse foula le pavé. C'était Tran, mon futur beau-frère, le gestionnaire de fonds spéculatifs blancs qui s'était donné pour mission personnelle de me rappeler, à chaque dîner de famille, que je n'appartenais pas à leur monde. Il ajusta ses lunettes de soleil de créateur et me regarda de haut en bas avec un sourire narquois qui me fit bouillir le sang. La véritable confrontation ne faisait que commencer, et j'étais plus que prête. Il claqua la portière de la voiture et marcha vers moi d'un pas lent et délibéré qui respirait l'arrogance. Tran était le genre d'homme qui croyait que sa richesse le rendait intouchable. Il était marié à la sœur cadette de Julian, Vanessa, et dès l'instant où nous nous étions rencontrés, il avait clairement fait savoir qu'il voyait ma présence dans la famille comme une anomalie dans leur matrice sociale parfaite. Il s'arrêta à quelques pas de moi, ajusta ses poignets et regarda ma robe de mariée avec un mélange d'amusement et de pitié. « Eh bien, c'est un spectacle tragique, dit-il, la voix dégoulinante de condescendance. » Il ne me demanda pas comment j'allais. Il ne m'offrit aucune fausse sympathie. Il resta simplement là, me regardant comme si j'étais un problème qu'il avait été engagé pour résoudre. Ma belle-mère m'a envoyé pour faire de la gestion de crise, continua-t-il, s'appuyant nonchalamment contre le flanc de ma limousine de location. Elle s'est dit que tu pourrais faire un scandale et nous ne pouvons vraiment pas nous permettre de moments viraux embarrassants aujourd'hui. Alors, gérons ça comme des adultes, Gabi. Il glissa sa main dans la poche intérieure de son costume sur mesure et en sortit un chéquier en cuir noir élégant. Il déboucha un lourd stylo en or et griffonna rapidement sur le papier, le posant sur le capot de la voiture. Il détacha le chèque et le laissa volter sur la peinture noire brillante, juste en face de moi. J'ai baissé les yeux vers le morceau de papier. Il était libellé à mon nom pour un montant de 10 000 $. Considère cela comme un cadeau d'adieu, dit-il en croisant les bras sur sa poitrine. Prends l'argent, Gabi. Paye tes prestataires, offre-toi de belles vacances et, surtout, utilise-le pour renvoyer ses parents bruyants là d'où ils viennent, dans le West End. Il fit un geste vague vers le bas de la rue, là où ma famille attendait dans les bus. Toi et moi savons très bien qu'il ne se serait jamais intégré à l'Héritage Country Club de toute façon. Il se serait ridiculisé, franchement, ils auraient embarrassé Julian. Il vaut mieux pour tout le monde que tu acceptes la perte et que tu t'en ailles tranquillement. L'audace pure de ces mots flottait dans l'air frais du matin. Il me regardait, attendant que mon moral se brise. Il s'attendait à ce que je m'empare du chèque et que je m'enfuis en pleurant. Il s'attendait à ce que je m'effondre sous le poids de son arrogance de blanc et de la cruauté de leur vieille fortune. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas scié. Au lieu de cela, mon esprit passa dans cet état d'analyse glaciale qui faisait de moi la gestionnaire de crise la plus redoutée d'Atlanta. J'ai lancé un compte à rebours mental de 30 minutes exactes. 30 minutes, c'était tout ce dont j'avais besoin pour réduire leur empire en carton en cendres. J'ai regardé le chèque de 10 000 $, puis j'ai relevé les yeux vers Tran.
Je savais des choses sur lui que sa propre femme ignorait. Dans mon métier, on entend les murmures avant qu'ils ne fassent la une des journaux. Je savais que son fonds spéculatif spécialisé dans les crypto-monnaies perdait actuellement des millions de dollars. Je savais que la Security and Exchange Commission assignait discrètement ses partenaires commerciaux depuis 2 semaines. Il se tenait là, essayant d'acheter ma dignité avec 10 000 dollars alors que toute sa vie financière reposait sur des fondations frauduleuses prêtes à s'effondrer. Mais je n'allais pas encore abattre cette carte. J'allais le laisser creuser sa propre tombe un peu plus profondément. « Tu penses que 10 000 dollars suffisent pour me faire disparaître ?» ai-je demandé, d'une voix étrangement calme. Tran soupira, levant les yeux au ciel comme si j'étais une enfant faisant un caprice pour un jouet. « Écoute, Gaby. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Tu as bien joué le jeu. Tu as eu la bague. Tu as presque eu le nom, mais tu n'as jamais fait partie des nôtres. Vivien le sait. Vanessa le sait. Même Julien le sait. Il n'a juste pas eu le courage de te le dire lui-même. Alors prends l'argent avant que nous ne devions faire intervenir la sécurité et rendre cela vraiment humiliant pour toi et les tiens. » J'ai tendu lentement la main et j'ai ramassé le chèque sur le capot de la voiture. Tran eut un sourire narquois, pensant avoir gagné. Il croyait que l'argent était le silencieux ultime. J'ai tenu le morceau de papier rigide entre mes doigts, sentant sa texture lourde et coûteuse. Puis, sans rompre le contact visuel, je l'ai déchiré en 2. Son sourire narquois s'évanouit instantanément. J'ai rassemblé les 2 moitiés et les ai déchirés à nouveau, laissant les petits morceaux de papier tomber comme de la neige sur ses chaussures en cuir italien coûteuses. « Je ne veux pas de ton argent sale, Tran, dis-je, sur un ton devenu mortellement bas. Et tu as raison sur un point. Je ne fais pas partie de votre famille. Je suis bien trop bien pour vous. » Je lui ai tourné le dos et j'ai marché vers la fenêtre ouverte de ma limousine où mon chauffeur observait toute la scène, les yeux écarquillés. « Dites à l'organisatrice de faire démarrer les bus, ai-je ordonné au chauffeur. Nous ne rentrons pas chez nous. Nous allons à l'Héritage Country Club. » Tran s'avança, le visage rouge de colère. « Tu es folle, hurla-t-il, abandonnant son attitude calme et détachée. Je me suis arrêté devant la portière de ma limousine et je l'ai regardé. Le compte à rebours de 30 minutes dans ma tête défilait. J'ai esquissé un sourire froid et tranchant qui lui fit passer un frisson visible le long de l'échine. « Alors Vivien ferait mieux d'appeler la police, dis-je calmement, parce que 240 de mes proches sont en route pour gâcher sa petite fête privée. Et crois-moi, Tran, tu voudras être là pour le grand final. » Je suis monté à l'arrière de la limousine et j'ai fermé la lourde portière, coupant court à la conversation. À travers la vitre teintée, j'ai vu Tran sortir son téléphone, composant frénétiquement ce que je supposais être le numéro de Vivien. Il faisait les 100 pas, ressemblant moins à un puissant maître du monde qu'à un animal paniqué pris au piège. Le moteur de la limousine gronda sous mes pieds. Plus bas dans la rue, les lourds moteurs diesel des bus vrombirent alors qu'ils s'élançaient. Nous étions une petite armée vêtue de tenues de cérémonie, nous déplaçant avec précision vers le cœur de l'élite d'Atlanta. Je me suis adossé au siège en cuir et j'ai lissé le bas de ma robe de mariée. Ils pensaient pouvoir m'exclure. Ils pensaient pouvoir m'effacer. Ils étaient sur le point d'apprendre qu'on ne cherche pas à doubler la femme qui écrit les règles du jeu. Les gros pneus de la limousine roulèrent sur les pavés alors que nous nous éloignions des grilles du domaine de Piémont, laissant Tran planté là dans son costume sur mesure, ressemblant à un homme qui venait de réaliser qu'il avait marché sur une mine. J'ai appuyé sur le bouton pour remonter la cloison de séparation, nous isolant du chauffeur. Ma sœur était assise en face de moi, les yeux écarquillés par un mélange de peur et d'admiration. Elle me demanda si j'allais vraiment débarquer à mon propre mariage dans un country club privé. Je lui ai dit que je ne débarquais nulle part. Je déplaçais simplement mes invités vers le lieu que ma belle-mère avait si gracieusement choisi pour nous. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon organisateur de mariage, Marcus. Il répondit dès la première sonnerie, la voix serrée par la panique. Il me demanda quel était le nouveau plan et s'il devait commencer à demander des remboursements aux prestataires. Je lui ai dit qu'il n'y aurait ni remboursement ni retraite. Je lui ordonnai de mener le convoi de 4 bus directement à l'Héritage Country Club. Marcus hésita, me rappelant que l'Héritage disposait d'une sécurité armée et d'une politique très stricte concernant les invités. Je lui ai dit que j'étais parfaitement au courant de leur politique et qu'il devait me faire confiance. J'avais passé toute ma carrière à gérant des catastrophes, et ce n'était qu'un mardi ordinaire pour moi.
J'ai raccroché et je me suis adossé au siège en cuir moelleux, fermant les yeux un bref instant. Le ronronnement régulier du moteur sous mes pieds me calmait. Mon esprit dériva vers les débuts, bien avant que je ne porte du Vera Wang sur mesure et ne roule dans des limousines avec chauffeur. Je me suis souvenu de la douleur atroce dans mes pieds après avoir fait des doubles services dans un restaurant du West End juste pour payer mes études de relations publiques. L'odeur du café rassis et de la friture collait à mes vêtements, peu importe le nombre de fois où je les lavais. Je me suis souvenu de ces nuits où je restais éveillé jusqu'à 3 heures du matin à rédiger des communiqués de presse pour de petites entreprises locales sur un ordinateur portable qui surchauffait constamment. Je n'avais pas de fonds fiduciaire ni de mère fortunée pour m'ouvrir les portes. J'avais dû enfoncer les portes moi-même. Quand j'ai lancé mon cabinet de gestion de crise, personne ne prenait au sérieux une jeune femme noire issue d'un quartier populaire. Les élites d'Atlanta me riaient au nez quand je leur présentais mes services. Ils me disaient que je n'avais pas le pédigré nécessaire pour gérer leur scandale à enjeux élevés. Mais ils ont vite appris que le pédigré ne règle pas l'effondrement d'un cours de bourse ou une inculpation fédérale. J'ai bâti ma réputation en acceptant les dossiers que personne d'autre ne voulait toucher. J'ai travaillé sans relâche, surpassant le club des vieux messieurs à chaque tournant, jusqu'à ce qu'ils n'aient d'autre choix que de m'engager pour sauver leur propre réputation. Je suis devenu la personne que les familles les plus riches de la ville appelaient lorsque leur vie parfaite était sur le point de voler en éclats. Des gens comme Vivien et Tran étaient exactement le type de clients auxquels j'avais affaire chaque jour. Ils étaient arrogants, négligents et comptaient excessivement sur leur argent pour masquer leurs erreurs. Ils pensaient que leur compte bancaire les rendait invincibles, mais je savais exactement comment démonter leur armure. Julien disait qu'il admirait ma détermination. Quand nous nous sommes rencontrés, il m'avait dit qu'il adorait ma témérité. Il disait vouloir une partenaire qui soit son égale, pas seulement un trophée. Mais au fil des mois et des années, j'ai réalisé qu'il ne voulait pas de ma force. Il voulait simplement s'en nourrir. Il voulait mes relations pour obtenir des entretiens dans de prestigieux cabinets d'avocats parce qu'il avait échoué 3 fois à l'examen du barreau. Il voulait ma stabilité financière pour maintenir son style de vie somptueux sans avoir à fournir le moindre effort. Et surtout, il voulait que je m'efface chaque fois que nous étions avec sa mère pour que l'ego fragile de celle-ci ne soit pas menacé par une femme autodidacte. J'avais passé des années à me faire toute petite pour qu'il se sente grand. La limousine s'engagea sur l'autoroute, le convoi de bus la suivant de près comme un bouclier protecteur. Ma sœur me prit la main et la serra, me demandant si j'allais bien. J'ai regardé par la vitre teintée, observant la silhouette d'Atlanta défiler. Je lui ai dit que je ne m'étais jamais mieux porté. Pendant 2 ans, j'avais ravalé mes paroles et ma fierté pour maintenir la paix dans une famille qui me méprisait activement. J'avais poliment souri aux compliments hypocrites de Vivien sur mes cheveux et mon quartier. J'avais ignoré avec grâce les remarques acerbes de Tran sur mes origines. J'avais tout fait correctement selon leurs standards impossibles, et ils m'avaient quand même laissé dehors, dans le froid. Mais c'était dans le froid que je m'épanouissais. C'était dans le froid que j'avais bâti mon empire. J'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur portable et passé en revue les documents que j'avais préparés. L'écran brillait dans la pénombre de la limousine, éclairant les documents juridiques qui allaient transformer le rêve du country club en un cauchemar éveillé pour Vivien. J'ai vérifié à 2 fois les documents de procuration et les registres d'entreprise. Tout était parfaitement en ordre. Le piège était tendu, et il s'y était jeté sans même s'en rendre compte. Nous sommes sortis de l'autoroute pour nous engager sur la route sinueuse et arborée qui menait à l'Héritage Country Club. Les pelouses tondues à la perfection et les chênes majestueux offraient un décor idyllique, idéal pour un mariage mondain exclusif. Mais une tempête se préparait, et elle arrivait à bord de 4 énormes bus. Je voyais approcher au loin les imposantes grilles en fer forgé du Country Club. Un agent de sécurité solitaire se tenait dans sa guérite, ignorant tout du chaos qui allait s'abattre sur sa tranquille journée de samedi. J'ai pris une profonde inspiration, laissant la colère se muer en une froide et solide concentration. Il était temps de se mettre au travail. Les 4 bus massifs franchirent sans encombre les grilles en fer forgé de l'Héritage Country Club. Le gardien solitaire sortit de sa guérite, agitant les mains frénétiquement, mais mon chauffeur baissa simplement sa vitre et brandit le laissez-passer de prestataire que Marcus avait obtenu. Le garde reposa sa radio, l'air perplexe alors que nos imposants véhicules contournaient le poste de contrôle pour entamer la lente montée de l'allée sinueuse. Le Country Club était une forteresse intimidante de la vieille bourgeoisie du Sud. Des colonnes blanches soutenaient un immense portique, et des voitures de luxe étaient soigneusement alignées devant le service de voiturier.
Lorsque notre convoi s'arrêta juste devant l'entrée principale, les voituriers restèrent figés. Ils n'avaient jamais vu de but bloquer leur allée circulaire immaculée. Je suis sorti de la limousine la première, ma robe de mariée en soie Vera Wang effleurant le bitume impeccable. Ma sœur est sortie derrière moi, suivie de mes tantes, oncles et cousins qui descendaient des bus. Nous étions une vague vibrante et magnifique de joie et de résilience, foulant des terres historiquement conçues pour nous exclure. Ma famille s'était mise sur son 31 dans des tons précieux et des costumes élégants, riant et ajustant leurs cravates, ignorant tout de l'hostilité qui les attendait à l'intérieur. Marcus, mon organisateur de mariage, se précipita à mes côtés, attendant mon signal. J'ai simplement fait un signe de tête vers les lourdes doubles portes en acajou. J'ai gravi les marches de pierre et les voituriers se sont écartés comme la mer Rouge. Dès que les lourdes portes s'ouvrirent, le bavardage animé de ma famille se déversa dans le hall de marbre majestueux de l'Héritage Country Club. Le contraste fut immédiat et saisissant. Dans le hall, un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Une cinquantaine d'invités de marque étaient rassemblés, flûte de champagne en cristal à la main, murmurant sur un ton poli et feutré. C'étaient les associés principaux du cabinet de Julian, des gestionnaires de fonds spéculatifs et des mondains de la vieille bourgeoisie, soigneusement sélectionnés par Vivien pour refléter son monde idéal. Au moment où nous sommes entrés, le quatuor à cordes s'est arrêté net sur une note discordante, avant de cesser complètement de jouer. 50 paires d'yeux se tournèrent vers l'entrée. Le silence qui suivit fut si absolu qu'on aurait pu entendre les glaçons fondre dans leurs verres. Un soupir de stupeur collectif parcourut la salle. Mes proches cessèrent de rire, réalisant qu'ils venaient de pénétrer dans un espace lourd de tension. Mais je continuais à avancer, le bruit de mes talons résonnant sur le sol en marbre. À l'autre bout de la pièce, je la repérai. Vivien portait un ensemble en soie couleur perle, ses cheveux parfaitement coiffés, le cou paré de diamants. La coupe de champagne qu'elle tenait trembla légèrement lorsqu'elle découvrit mes 240 invités envahir son sanctuaire exclusif. Pendant une fraction de seconde, une panique authentique traversa son visage. Mais Vivien était passée maîtresse dans l'art de la manipulation. En quelques secondes, elle lissa ses traits pour afficher un masque de stupeur offensée. Elle remit sa coupe à un serveur et se précipita vers moi, ses talons claquant rapidement sur le marbre. Elle ne salua pas ma famille. Elle n'ignora même pas ma sœur debout juste à côté de moi. Vivien m'attrapa le bras, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant profondément dans ma peau, et m'écarta légèrement de la foule. Elle afficha un faux sourire crispé pour les mondains qui l'observaient, mais ses yeux étaient froids et furieux. « Gabi, qu'est-ce que tu fabriques par pitié ?» siffla-t-elle dans un murmure assez fort pour me faire passer pour quelqu'un d'irrationnel. « C'est un événement privé. Tu donnes un spectacle et tu embarrasses tout le monde. » J'ai regardé sa main qui me serrait le bras et lui ai calmement dit de me lâcher. Vivien me relâcha mais fit un pas de plus, envahissant mon espace personnel pour essayer de m'intimider physiquement. J'ai essayé de ménager tes sentiments, Gabi, chuchota-t-elle de manière théâtrale, portant une main à sa poitrine comme une martyre. Vraiment. Je savais que tu ne comprendrais pas la nature délicate de la carrière de Julian. Ses associés principaux sont juste là. Les hommes qui tiennent tout son avenir entre leurs mains. Amener cette foule bruyante ici détruit complètement sa réputation. Elle regarda derrière moi mes tantes qui se tenaient tranquillement ensemble, l'air mal à l'aise sous les regards inquisiteurs des membres du country club. Regarde-les, Gabi, continua Vivien, d'une voix pleine de pitié et de condescendance. Ils n'ont pas leur place ici. Cet environnement est trop sophistiqué pour eux. J'ai changé de lieu pour t'épargner cette humiliation précise. Je pensais que tu aurais la décence d'accepter une cérémonie plus petite et plus digne, mais au lieu de cela, tu te comportes comme une enfant gâtée. Tu prouves chacun des doutes que j'ai pu avoir à ton sujet. Elle utilisait une technique classique de manipulation psychologique. Elle avait volé mon argent, annulé mon domaine, exclu ma famille, et maintenant elle se tenait devant 50 riches inconnus pour essayer de me convaincre qu'elle l'avait fait pour mon bien. Elle voulait que je me sente folle. Elle voulait que je regarde ma propre famille et que je ressente de la honte. Elle voulait me faire croire que ma simple présence dans ce bâtiment était un acte de violence contre l'avenir de son fils. Vivien se pencha encore plus près, sa voix devenant venimeuse. Si tu aimes vraiment Julian, tu vas faire demi-tour tout de suite et ramener ces gens dans le quartier d'où tu les as sortis. Ne le force pas à choisir entre sa carrière et une femme qui refuse d'apprendre à rester à sa place. Je suis resté parfaitement immobile,
laissant ses paroles toxiques glisser sur moi sans en absorber une seule goutte. Je n'ai pas haussé le ton ni défendu ma famille. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'elle jouait pour son public de riches amis, essayant de se faire passer pour la mère courage gérant une mariée hystérique. Elle attendait que je craque et commence à crier pour pouvoir me pointer du doigt et dire qu'elle avait raison depuis le début. Elle comptait sur le stéréotype de la femme noire en colère pour faire le travail à sa place. Mais j'étais une professionnelle. J'avais affaire tous les jours à des psychopathes d'entreprise qui essayaient de manipuler les faits. Vivien n'était qu'une amatrice jouant sur mon terrain. Je la regardai droit dans les yeux et lui offris un sourire lent et glacial. Je ne suis pas ici pour ruiner la réputation de Julien, Vivien, dis-je d'une voix parfaitement posée, assez forte pour que les invités du premier rang l'entendent. Je suis ici pour profiter de la réception de mariage que j'ai payée, celle que vous avez si généreusement déplacée dans cette magnifique propriété en utilisant mes 150 000 $. Le visage de Vivien devint blême. Sa bouche s'ouvrit et se referma, mais aucun mot n'en sortit. Elle ne s'attendait pas à ce que j'aborde la question de l'argent devant ses amis. Dans son monde, l'argent était quelque chose que l'on possédait mais dont on ne parlait jamais à voix haute. Évoquer des comptes volés au milieu du hall d'un country club était le péché social ultime. Avant qu'elle ne puisse se reprendre, une voix coupa le lourd silence. C'était Julien, qui s'avançait rapidement, le visage rouge d'embarras et de panique. Julien fendit la foule des riches spectateurs d'un pas pressé et désordonné. Son smoking était impeccable, mais son visage affichait une terreur pure. Pendant une brève et stupide seconde, une toute petite partie de mon cœur osa espérer. Je pensais que l'homme que j'avais accepté d'épouser allait enfin réagir. Je pensais qu'il avait vu sa mère me coincer et avait décidé que c'en était trop. J'attendais qu'il se tienne à mes côtés, me prenne la main et dise à Vivien que ma famille avait parfaitement le droit d'être là. Au lieu de cela, il ne me regarda même pas en arrivant. Et regarda au-delà de moi, fixant mes tantes et mes cousins avec des yeux ronds de panique, comme s'ils étaient une maladie qui venait d'infecter son sanctuaire parfait. Il m'attrapa le coude avec une poigne bien trop ferme et m'éloigna de quelques pas de Vivien. L'odeur entêtante de son parfum coûteux me monta au nez, me soulevant le cœur. « Gabi, qu'est-ce que tu fous » murmura-t-il, la voix tremblante d'une rage contenue. « Tu es complètement hors de contrôle. Tu devais faire remonter ces gens dans les bus et partir d'ici avant de tout gâcher. » Je le fixai, laissant ces mots résonner. Je lui demandai s'il prenait sérieusement le parti de sa mère après qu'elle m'avait volé mon argent et détourné notre mariage. Je lui rappelai que les personnes debout derrière moi étaient ma famille. La même famille qui l'avait accueilli chez elle et l'avait nourri lorsqu'il était un étudiant en droit fauché. Julien secoua la tête vigoureusement, passant une main dans ses cheveux parfaitement gominés. « Ce n'est pas une question de famille, Gabi, plaida-t-il, baissant encore la voix. C'est ma vie qui se joue là. Mon associé principal est juste là, près du bar, à nous regarder. Tu as une idée du temps qu'il m'a fallu pour entrer dans ce cercle? Tu ne peux pas débarquer avec une foule et transformer cet endroit en cirque. Ma mère avait raison. Tu laisses tes émotions détruire mon avenir. » Il me regarda de haut en bas, détaillant ma robe de mariée sur mesure et la colère froide dans mes yeux. Au lieu de reculer, il se pencha plus près et me porta le coup de grâce. « S'il te plaît, Gabi, » chuchota-t-il d'un ton mêlant pitié et dégoût. « Juste pour aujourd'hui, arrête de te comporter comme si tu étais encore dans les cités. Fais comme si tu étais à ma hauteur et règle ça. » L'air dans le hall sembla s'évanouir. Le quatuor à cordes dans le coin avait complètement cessé de jouer. Le silence entre nous s'étira, lourd et étouffant. « Arrête de te comporter comme si tu étais encore dans les cités. » Les mots résonnaient dans mon esprit, ricochant sur les murs de marbre de l'Héritage Country Club. C'était l'homme que j'avais aimé. C'était l'homme dont j'avais remboursé les dettes, dont j'avais sauvé la carrière, dont j'avais nourri l'ego fragile pendant des années. Et au final, il ne voyait en moi qu'une fille des quartiers populaires qu'il fallait discipliner et cacher pour ne pas embarrasser ses riches collègues blancs. Le dernier fil de ma retenue se brisa. La gestionnaire de crise prudente et mesurée que j'avais été toute la matinée s'évapora, laissant place à quelque chose de bien plus dangereux. La façade polie et respectable que j'avais maintenue pour sa famille vola en éclats. Toute l'affection qu'il me restait pour Julien mourut sur le coup, là, sur le sol de marbre poli. J'ai dégagé mon bras de sa poigne si violemment qu'il recula, trébuchant. Il parut sous le choc, comme s'il n'arrivait pas à croire que je l'avais repoussé physiquement. Il ouvrit la bouche pour ajouter quelque chose,
pour me donner un autre ordre ou formuler une autre excuse lâche, mais je ne lui laissai pas la parole. « Tu penses que c'est une question d'avenir, Julian ?» demandai-je, ma voix n'étant plus un murmure. J'ai laissé ma voix monter, la laissant porter dans tout le hall pour que les 50 invités de Marc entendent exactement quel genre d'homme se tenait devant eux. « Tu penses que ma famille est un cirque ? Ma famille a payé le costume que tu portes en ce moment même. Ma famille t'a soutenu quand tu as échoué à l'examen du barreau pour la 3e fois et que tu es venu pleurer dans mon appartement parce que ta propre mère t'avait dit que tu étais un raté. » Les chuchotements feutrés des membres du country club devinrent soudain plus forts. Le visage de Julian perdit toute couleur, devenant gris comme de la cendre. Il agita frénétiquement les mains pour me faire taire, me suppliant de baisser d'un ton. « Gaby, s'il te plaît, tais-toi » bafouilla-t-il, ses yeux se tournant sauvagement vers son associé principal, qui nous fixait désormais avec des sourcils froncés. Mais j'en avais fini de me taire. J'en avais fini de me faire petite pour entrer dans leur monde étroit et rempli de préjugés. J'ai fait un pas vers lui, le forçant à reculer contre une immense composition florale. « Tu veux parler de notre place, Julian ?» continuai-je, ma voix résonnant avec une clarté absolue. « Parlons de ta place, Julian. Tu es ici parce que j'ai passé les coups de fil nécessaires pour t'obtenir ce poste de jeune associé. Tu es ici parce que j'ai remboursé les dettes de carte de crédit que tu as accumulées pour essayer d'impressionner ces gens. Tu te tiens dans un country club en prétendant être un grand avocat alors que tu n'es qu'un petit garçon terrifié caché derrière le collier de perles de ta mère. » Vivien laissa échapper un grand soupir théâtral, portant la main à sa poitrine. « Comment oses-tu parler ainsi à mon fils ?» cria-t-elle, s'avançant pour défendre son enfant chéri. « Tu es une femme folle et hystérique. » Je ne l'ai même pas regardé. Mes yeux restèrent rivés sur Julian, regardant son image parfaite s'effondrer en temps réel. Il ressemblait à un enfant terrifié. Il avait passé sa vie entière à s'appuyer sur la protection de son nom et de l'argent de sa mère. Mais en cet instant, rien de tout cela ne pouvait le sauver de la vérité. Il m'avait poussé à bout. Il avait insulté mon sang, mes racines et mes sacrifices. Il pensait pouvoir me remettre à ma place, mais il avait seulement réussi à me rappeler exactement qui j'étais. J'étais la femme qui réglait les problèmes. Et en ce moment même, Julian et toute sa famille toxique étaient le plus grand problème que j'ai jamais vu. Et j'étais sur le point de faire le ménage définitivement. La tension dans la pièce était si forte qu'elle semblait pouvoir briser les lustres en cristal au-dessus de nous. Ma famille se tenait fièrement derrière moi, une armée silencieuse me regardant reprendre mon pouvoir. Julian ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il était complètement paralysé par la révélation de sa propre incompétence. Le garçon d'or avait été dépouillé de son armure et laissé tremblant face à la réalité qu'il avait lui-même créée. J'ai senti un profond calme m'envahir. Le chagrin avait disparu, remplacé par une froide concentration professionnelle. La démolition avait officiellement commencé, et j'allais m'assurer qu'il ne reste rien d'autre que de la poussière. L'associé principal du cabinet de Julian, un homme grand et imposant nommé Richard, s'avança lentement de la foule de spectateurs silencieux. Ses yeux allaient de Julian à moi, son visage étant un masque illisible de froideur professionnelle. En le voyant approcher, Julian fut pris d'une panique totale. Il essaya de se placer devant moi pour me cacher de la vue de Richard, mais je l'ai habilement esquivé. « Monsieur Davis » dis-je en m'adressant à l'associé principal d'un signe de tête poli. « Je m'excuse d'interrompre votre après-midi de samedi. » Julian émit un bruit étouffé, m'attrapant à nouveau le poignet, mais Richard leva une seule main, lui intimant le silence immédiatement. « Laissez-la parler » ordonna Richard d'une voix qui portait le poids d'un homme facturant $1000 de l'heure. Julian relâcha mon poignet, reculant comme s'il s'était brûlé. J'ai lissé le devant de ma robe et regardé Richard droit dans les yeux. Julian s'est montré très préoccupé par sa réputation aujourd'hui, expliquai-je, ma voix portant sans effort dans tout le hall de marbre silencieux. Il m'a dit que la présence de ma famille ici, les gens qui m'ont aidé à grandir dans le West End, allait nuire à sa réputation au sein de votre cabinet. Il m'a dit de cesser de me comporter comme si j'étais encore dans les cités et d'apprendre à rester à ma place pour ne pas lui faire honte devant les associés. Richard fronça les sourcils, jetant à Julian un regard de pur dédain. Je voyais les invités de Marc échanger des chuchotements choqués. Ils étaient habitués à un comportement passif-agressif poli, pas à cette vérité brute et sans filtre. Mais ce que Julian a omis de mentionner, continuai-je sans quitter Richard des yeux, c'est comment il a réussi à obtenir ce poste de jeune associé en premier lieu.
Vivien s'élança de nouveau en avant, le visage rouge de colère, hurlant que j'étais une menteuse et une croqueuse de diamants. Mais ma famille s'interposa, formant un mur solide entre elle et moi. Mon oncle croisa les bras, la défiant du regard de faire un pas de plus. Vivien se figea, piégée derrière un mur de ces personnes même qu'elle considérait comme inférieures. Elle regarda les costumes bien coupés et les visages dignes de mes proches et réalisa qu'elle ne pouvait pas les intimider. Je me tournai de nouveau vers l'associé principal. « Je m'appelle Gabillet », dis-je simplement. « Je suis propriétaire du cabinet de gestion de crise qui a géré le scandale de détournement de fonds pour votre plus grand client technologique en octobre dernier. Celui qui a évité au nom de votre cabinet d'apparaître dans les inculpations fédérales. » Les yeux de Richard s'écarquillèrent de surprise. Il savait exactement qui j'étais. Le monde des affaires à Atlanta était petit, et mon cabinet avait sauvé son étude d'un cauchemar de relations publiques qui aurait pu leur coûter des millions. « Julien vous a dit qu'il était un candidat de premier choix », dis-je sur un ton de conversation mais mortel. « Il vous a dit que son dossier universitaire était impeccable. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il a échoué à l'examen du barreau de l'État à 3 reprises. » Un grand soupir collectif s'éleva parmi les 50 invités d'élite. Dans leur monde, l'échec était une maladie. Julien ferma les yeux, ses mains tremblant de manière incontrôlable le long de son corps. L'armure du garçon d'or avait complètement disparu. Il était exposé devant les personnes qu'il vénérait. Il avait passé les 2 dernières années à prétendre être un esprit brillant tout en venant pleurer en secret sur le sol de mon salon chaque fois que les résultats d'examen tombaient. « J'ai fait jouer une énorme faveur personnelle auprès de votre comité de recrutement, dis-je, portant le coup final. J'ai utilisé ma crédibilité et mes relations professionnelles pour contourner les vérifications d'antécédents habituelles parce que Julien m'avait supplié de lui épargner l'humiliation de devoir travailler dans un bureau de défenseur public. Il pleurait et disait que sa mère le renierait s'il n'obtenait pas un poste dans un grand cabinet d'avocats d'affaires. J'ai acheté sa place à votre table, Monsieur Davis. J'ai couvert ses échecs pour qu'il puisse se tenir ici aujourd'hui et boire du champagne avec vous. Et aujourd'hui, il a le culot de me dire que ma famille n'a pas sa place ici. » Le silence qui suivit fut absolu. Richard fixa Julien, qui regardait désormais le sol en marbre, incapable de croiser le regard de son patron. La tension était étouffante. « Julien, est-ce vrai ?» demanda Richard d'une voix dangereusement calme. Julien ouvrit la bouche, mais seul un bégaiement pathétique en sortit. « Maman, gère ça », finit-il par articuler, regardant Vivien avec des yeux suppliants. C'était la chose la plus pathétique que j'ai jamais vue. Un homme adulte, un avocat d'affaires pris en flagrant délit de mensonge professionnel majeur, et son premier réflexe était d'appeler sa mère à l'aide. Vivien tenta de bousculer mon oncle, sa voix devenant aiguë et désespérée. « Richard, n'écoutez pas cette folle, supplia-t-elle. Richard ne jeta pas même un regard à Vivien. Ses yeux restèrent fixés sur l'homme tremblant devant lui. « Je me moque bien de votre histoire de lieu de mariage, Vivien, dit Richard froidement. Ce qui m'importe, c'est qu'un collaborateur débutant de mon cabinet ait menti sur ses tentatives à l'examen du barreau dans sa candidature. Une candidature que j'ai personnellement validée parce qu'on m'avait dit qu'il venait chaudement recommandé par Mademoiselle A. » Richard se tourna vers moi, son expression s'adoucissant d'un soupçon de respect professionnel. « Mademoiselle A, je vous remercie d'avoir attiré mon attention sur ce point. Nous apprécions l'intégrité par-dessus tout dans notre cabinet. » Il se tourna de nouveau vers Julien. Ces mots tombèrent comme un coup de poing. Les genoux de Julien fléchirent légèrement, et il dut s'appuyer contre une colonne de marbre pour ne pas s'effondrer. Les invités du country club commencèrent à chuchoter frénétiquement, sortant leur téléphone pour envoyer des messages à tout leur réseau social. Les personnes même pour qui Julien m'avait abandonné participaient activement à sa chute. Je me tenais là, entouré de ma famille unie et magnifique, ne ressentant absolument rien pour l'homme qui sanglotait doucement contre la colonne. Il avait troqué ma loyauté pour une place à une table qui venait de le rejeter publiquement. Mais Vivien n'avait pas dit son dernier mot. La perte du travail prestigieux de son fils était un coup fatal pour son statut social. Au lieu d'accepter la défaite, elle redoubla de rage. Son image de marque soigneusement construite s'effondrait, et elle avait besoin d'un coupable. Son visage se crispa dans un rictus hideux alors qu'elle balayait le hall du regard, réalisant que son événement parfait et exclusif était ruiné. Elle croisa le regard de Tran, resté silencieux à l'arrière, observant la destruction de son beau-frère. « Tran » hurla-t-elle, pointant un doigt tremblant vers ma famille et moi.
Appelle la police tout de suite. Dis-leur que nous sommes harcelés et menacés par une foule de resquilleurs. Dis-leur qu'ils deviennent violents. Je veux que chacun d'eux soit traîné dehors menottes au poignet. Je ne laisserai pas ces gens détruire ma famille. Tran sortit immédiatement son téléphone, un sourire malveillant s'étirant sur ses lèvres. Il était ravi d'avoir un prétexte pour utiliser la loi contre nous. La véritable guerre s'intensifiait, et il n'avait pas la moindre idée qu'il marchait droit dans un piège que j'avais déjà tendu. Vanessa s'avança, se frayant un chemin devant son frère effondré. Elle tremblait sous l'effet de la peur et de la colère, sa robe en soie coûteuse bruissant alors qu'elle se plantait juste devant moi. Elle regarda ma famille avec un dégoût non dissimulé avant de reporter son regard venimeux sur moi. « Tu te crois maligne, Gabi ?» cracha-t-elle d'une voix aiguë qui résonna dans le grand hall. « Tu penses que venir ici et détruire Julian te rend puissante ? Mais cela prouve simplement ce que nous savions depuis le début. Tu n'es qu'une racaille sans classe dans une robe sur mesure. Tu as beau t'acheter des vêtements chers et lancer ton petit cabinet de relations publiques, tu ne pourras jamais te laver des quartiers du West End. Toi et toute ta famille n'êtes que des moins que rien qui essaient de s'incruster dans un monde qui n'est pas le vôtre. » Je laissai ces paroles flotter dans l'air. Je n'ai pas scié ni détourné le regard. Vanessa avait toujours été la plus discrète, la petite princesse choyée qui laissait sa mère s'occuper de m'insulter. Mais voir son frère publiquement anéanti l'avait poussé à faire tomber son masque de politesse. Elle montrait son vrai visage, et c'était un spectacle hideux. Ma sœur bougea à mes côtés, serrant les poings, mais j'ai posé une main douce sur son bras pour l'arrêter. Nous n'avions pas besoin de nous battre contre eux. Ils faisaient un travail spectaculaire pour se détruire eux-mêmes. Derrière Vanessa, Tran avait son téléphone collé à l'oreille. Son sourire malveillant s'était transformé en une expression de froide cruauté calculée. J'entendais la voix lointaine de l'opérateur des urgences à l'autre bout du fil. « Oui, j'ai besoin de la police à l'Héritage Country Club immédiatement, » dit Tran, d'une voix assez forte pour être entendue dans tout le hall. Il ne chuchotait pas. Il voulait que nous l'entendions. Il voulait inspirer de la terreur. « Nous avons une situation très instable ici, » continua-t-il, adoptant le ton d'un citoyen inquiet et respectueux de la loi. Un groupe important et hostile d'intrus noirs s'est introduit de force dans un événement privé. Ils refusent de partir et deviennent agressifs. Ma famille craint pour sa sécurité. L'audace pure de son mensonge était stupéfiante. Personne dans ma famille n'avait haussé le ton. Personne n'avait fait le moindre geste menaçant. Nous étions un groupe de 240 personnes vêtues de tenues de mariage élégantes, debout, calmes dans une salle magnifiquement décorée. Mais Tran savait exactement ce qu'il faisait. Il connaissait le pouvoir de ces mots précis, intrus noirs, hostile, agressif. Il utilisait l'arme la plus ancienne et la plus dangereuse. Il instrumentalisait la police contre un groupe de personnes noires pour régler un différend personnel. Il s'attendait pleinement à ce que, dès l'arrivée de la police, celle-ci voie en ma famille ce qu'il décrivait, une menace à neutraliser immédiatement. Un léger murmure d'inquiétude parcourut ma famille. Il connaissait la réalité du monde dans lequel nous vivions. Il savait qu'un appel au 911 de ce genre pouvait finir en tragédie. Mon oncle Charles, proviseur de lycée à la retraite, se tourna vers notre groupe et leva lentement les deux mains. « Restez calme, tout le monde, » ordonna-t-il d'une voix ferme et apaisante. « Gardez vos mains bien visibles. Ne leur donnez aucune raison d'aggraver la situation. Nous sommes des invités ici et nous allons gérer cela avec dignité. » Ma famille suivit sa consigne, restant droite et impassible, refusant d'offrir à Tran la réaction paniquée et chaotique qu'il espérait tant. Tran raccrocha et glissa son téléphone dans sa poche, l'air ravi de lui. « Ils sont en route, » annonça-t-il, me fixant avec une expression satisfaite et arrogante. « Tu as environ 5 minutes pour faire partir tes gens, Gabi, avant qu'ils ne commencent à mettre des menottes. La violation de propriété est un délit grave, mais provoquer un scandale dans un club privé pourrait bien te valoir une nuit en cellule de dégrisement. Je me demande ce que cela fera à la réputation de ton entreprise quand tes clients verront ta photo d'identité judiciaire aux informations locales. » Vivien sembla puiser de la force dans l'action de Tran. Elle se redressa, ajustant son collier de diamants et me regardant avec une arrogance renouvelée. « Tu as vraiment présumé de tes forces cette fois-ci, Gabi, » ricana-t-elle. « Tu aurais dû prendre les 10 000 $ et rentrer chez toi. Maintenant, tu vas te faire arrêter publiquement devant toutes ces personnalités importantes. Tu voulais ruiner Julian, mais c'est toi qui vas finir à l'arrière d'un panier à salade. »
Les 50 invités de marque du country club restèrent figés, observant le drame comme une pièce de théâtre en direct. Certains d'entre eux semblaient sincèrement mal à l'aise, changeant de posture et regardant vers les sorties. Richard, l'associé principal qui venait de licencier Julien, recula discrètement, se fondant dans la foule. C'était un homme intelligent, et il ne voulait participer à aucune altercation policière motivée par le racisme. Et d'autres, ceux qui partageaient la vision du monde de Vivien et Tran, semblaient parfaitement à leur aise. Ils sirotaient leur champagne, attendant l'arrivée des autorités pour expulser les personnes qu'ils jugeaient indésirables dans leur sanctuaire. Julien était toujours appuyé contre la colonne, l'air vaincu. Il ne dit pas un mot pour arrêter son beau-frère. Il ne défendit ni la femme qu'il devait épouser ni la famille qu'il avait traitée avec tant de gentillesse. Il fixait le sol, entièrement consumé par sa déchéance pathétique. Son silence était la plus terrible des trahisons. Il était parfaitement prêt à laisser sa propre famille appeler la police armée contre la femme qu'il prétendait aimer pour sauver les apparences. Je regardais Tran, le visage rouge de l'excitation de son pouvoir supposé. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir abattu la carte maîtresse. Dans son esprit, l'arrivée de la police scellait la fin de la partie. Mais dans le mien, ce n'était que le début du dernier acte. J'avais anticipé ce mouvement exact. En tant que gestionnaire de crise, j'avais toujours 3 coups d'avance sur mes adversaires. Je savais que des gens comme Tran et Vivien s'appuieraient toujours sur l'autorité pour protéger leurs privilèges dès qu'ils se sentiraient menacés. Je ne dis pas un mot en réponse à leurs menaces. Je n'essayais pas de m'expliquer ou de les conseiller de rappeler la police. Je restais là, d'un calme olympien, rayonnant d'une certitude absolue. Mon silence sembla déstabiliser Vanessa, qui croisa les bras sur sa poitrine, regardant nerveusement les lourdes portes en acajou. Les minutes s'écoulaient, semblant durer des heures dans l'atmosphère étouffante du hall de marbre. Le hurlement lointain des sirènes de police commença à résonner dans les collines, s'approchant du country club à une vitesse terrifiante. La tension raciale et de classe dans la pièce avait atteint son paroxysme. Tout le monde retenait son souffle, s'attendant à l'affrontement inévitable. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la police ne venait pas pour m'arrêter. Elle venait, sans le savoir, déclencher la trappe que j'avais construite sous le monde doré de Vivien. Les lourdes portes en bois de la salle de réception s'entr'ouvrirent légèrement alors que quelques employés jetaient un coup d'œil, attirés par le chaos grandissant dans le hall. C'est à ce moment-là qu'Elia décida enfin de se manifester. Le père de Julien était resté en retrait, observant la destruction de la carrière de son fils d'un air froid et détaché. Elia était un homme qui élevait rarement la voix parce qu'il pensait que son argent parlait pour lui. Propriétaire de plusieurs agences immobilières commerciales prospères à travers l'État, il se déplaçait avec la posture lourde et arrogante d'un homme à qui on n'avait jamais dit non de toute sa vie. Il s'avança lentement vers moi, ses mocassins de marque ne faisant aucun bruit sur le sol en marbre poli. Les invités du country club s'écartèrent sur son passage, reconnaissant son statut de patriarche de cet empire familial toxique. Il s'arrêta juste devant moi, envahissant mon espace personnel de manière intimidante, mais gardant les mains croisées dans le dos. Il me regarda de ses yeux totalement dépourvus de chaleur ou d'empathie. « Gabriel, dit-il, d'une voix de baryton basse et grave, destinée à imposer le respect. Tu as fait ton effet. Tu as embarrassé mon fils et contrarié ma femme. Mais cette petite croisade s'arrête maintenant. » Il jeta un coup d'œil à sa lourde montre Rolex en or, puis releva les yeux vers moi. « Tu as environ 3 minutes avant que les voitures de police ne s'arrêtent devant la porte. Si toi et tes gens n'êtes pas remontés dans ces bus au moment où les agents entreront dans ce hall, je me ferai un devoir personnel de détruire ta vie. » Je ne sciais pas. Je le laissai déverser son venin, lui donnant assez de cordes pour se pendre lui-même. Elia se pencha un peu plus près pour que seul moi et le premier rang de ma famille puissions l'entendre. « Je sais exactement ce que vaut ton cabinet de relations publiques, murmura-t-il d'un ton menaçant. Je sais qui sont tes plus gros clients et dans quel conseil d'administration ils siègent. J'ai une armée d'avocats d'affaires à ma disposition qui facturent plus en un mois que ce que tu as gagné au cours de tes 5 premières années d'activité. Si tu me pousses à bout aujourd'hui, je leur ordonnerai de noyer ta petite entreprise sous tellement de procédures abusives que tu feras faillite avant les fêtes. J'appellerai tous mes contacts dans le milieu des affaires d'Atlanta et je m'assurerai que tu ne décroches plus jamais un contrat dans cette ville. Je vais te saigner à blanc en frais de justice, et quand tu n'auras plus rien, je m'en prendrai à tes biens personnels. Je m'assurerai que tous les médias de l'État racontent comment une déséquilibrée a tenté d'extorquer ma famille et s'est introduite dans un club privé.
Il essayait d'activer mes insécurités les plus profondes. Il savait à quel point j'avais travaillé dur pour bâtir mon entreprise à partir de rien. Il savait que pour une femme noire du West End, l'indépendance financière était le bouclier ultime contre un monde qui cherchait sans cesse à nous rabaisser. Il menaçait de me priver de la seule armure que je possédais et de me renvoyer à la pauvreté que j'avais tant lutté à fuir. C'était une guerre psychologique totale. Il ne criait pas et ne faisait pas de crise comme Vivien ou Vanessa. Il planifiait calmement et cliniquement mon exécution financière. Il pensait que le poids de sa richesse écraserait mon moral. Il s'attendait à ce que je regarde avec panique les gyrophares rouges et bleus qui commençaient à se refléter sur les grandes fenêtres du hall. Il s'attendait à ce que je calcule les chances d'une femme noire gagnant une bataille juridique contre un homme d'affaires riche et influent, et que je capitule. Mais Elia avait commis une erreur fatale. Il supposait que mon entreprise était vulnérable parce qu'il pensait que je jouais selon les mêmes règles conventionnelles que lui. Il ne réalisait pas qu'une gestionnaire de crise s'épanouit précisément dans l'environnement de haute pression qu'il tentait d'utiliser pour m'effrayer. Je regardais l'homme qui aurait dû devenir mon beau-père et ne ressentis rien d'autre qu'une profonde pitié. C'était un dinosaure tentant d'utiliser des tactiques d'intimidation dépassées sur une météorite. Elia, dis-je d'un ton de conversation fluide qui coupa net la tension ambiante. Vos avocats coûtent cher, c'est certain, mais ils sont aussi paresseux. S'ils avaient pris la peine de faire des recherches sérieuses sur mon cabinet au lieu de simplement regarder mes tranches d'imposition, ils vous auraient déconseillé d'avoir cette discussion avec moi. La mâchoire d'Elia se crispa. Il n'avait pas l'habitude d'être rejeté, encore moins par une femme qu'il considérait comme inférieure à sa classe sociale. Ne joue pas avec moi, fillette, siffla-t-il, abandonnant complètement ses manières polies. Les sirènes se rapprochent. Tu n'as plus de temps. Pars avant de tout perdre. Je lui tournai le dos délibérément, affichant un mépris total. Je regardais ma famille. Mes 240 invités m'observaient attentivement, attendant mon signal. Ils entendaient les sirènes de police tout aussi bien que moi. Le hurlement résonnait dans les collines, encerclant le country club comme un nœud coulant. Ma famille connaissait le danger historique de voir la police armée arriver dans un lieu où de riches blancs prétendaient se sentir menacés par la présence de noirs. La peur dans la pièce était palpable et tout à fait légitime. Mais ils me connaissaient aussi. Mes tantes, qui avaient lavé des sols et fait des gardes de nuit pour me permettre d'acheter des manuels scolaires à l'université, ne s'y hirent pas. Mes cousins, qui savaient exactement ce que signifiait le délit de faciès, gardaient la tête haute. J'ai croisé le regard de mon oncle Charles, puis j'ai regardé ma sœur. Ne bougez pas d'un pouce, dis-je à ma famille d'une voix forte et claire. Personne ne bouge. Personne ne parle aux agents lorsqu'ils franchiront ces portes. Laissez-moi tout gérer. Nous ne fuyons pas, et nous n'allons certainement pas courber l'échine devant des gens qui nous volent pour protéger leur fraude. Ma famille resta ferme, les épaules carrées et le visage déterminé. Ils formèrent un mur impénétrable de solidarité derrière moi. Pas une seule personne ne se tourna vers la sortie. Leur confiance absolue en moi rendit Elia plus furieux que tout ce que j'aurais pu lui dire. Il réalisa à cet instant précis qu'il n'avait aucun pouvoir sur ces gens. Son argent ne signifiait rien pour une communauté qui avait survécu pendant des générations grâce à la loyauté et à la résilience. Il ne pouvait pas acheter notre soumission, ni nous contraindre à nous rendre invisibles. À l'extérieur, le hurlement assourdissant des sirènes s'arrêta net. Les gyrophares rouges et bleus balayèrent sauvagement les grandes portes vitrées du country club, éclairant les visages horrifiés des invités de marque. Le bruit sourd des portières de voitures claquant résonna depuis l'allée extérieure. La police était là. Vivien laissa échapper un soupir de triomphe, s'accrochant au bras de Tran avec impatience. Julien releva enfin les yeux du sol, le regard partagé entre la terreur et le soulagement. Elia recula d'un pas, croisant les bras en attendant mon arrestation imminente. Les lourdes portes en acajou commencèrent à s'ouvrir, et la guerre psychologique était sur le point de devenir physique. Mais mon pouls restait parfaitement régulier. Le piège était amorcé, et les chasseurs arrogants s'apprêtaient à marcher sur le déclencheur que j'attendais patiemment de presser. Les lourdes portes en acajou s'ouvrirent avec une telle force qu'elles heurtèrent les murs de marbre dans un grand fracas. 5 agents de police pénétrèrent dans le hall, la main posée avec prudence sur leur ceinturon. Ils étaient menés par le shérif local, un homme grand aux épaules larges, aux cheveux grisonnants et au visage sévère. Son regard balaya la pièce, s'attendant à trouver une émeute violente ou une foule d'intrus dangereux d'après l'appel de détresse affolé que son standard avait reçu.
Au lieu de cela, il se retrouva face à 240 hommes et femmes noirs magnifiquement vêtus, debout dans un silence parfait. Le contraste entre le rapport de police et la réalité de la pièce fit marquer un temps d'arrêt aux agents. Ils parurent déstabilisés, regardant les instruments du quatuor à cordes dans un coin, puis les 50 invités de marque serrant leur coupe de champagne. L'invasion hostile décrite par Tran ressemblait exactement à ce qu'elle était, une réception de mariage officielle debout dans un hall. Tran ne perdit pas une seconde. Dès qu'il vit les insignes, il passa à l'action, s'avançant les mains levées dans un geste d'apaisement. Il abandonna son sourire méprisant pour adopter le ton affolé d'un homme désespéré de protéger les siens. « Monsieur le shérif, Dieu merci vous êtes là », dit Tran en se précipitant vers lui. Il pointa un doigt tremblant vers moi. Cette femme et ses proches se sont introduits de force dans notre événement privé. Nous leur avons demandé gentiment de partir plusieurs fois, mais ils refusent. Ils violent notre propriété privée et menacent agressivement ma famille et nos invités. Nous voulons qu'ils soient expulsés immédiatement. Vivien le suivit de près, attrapant le bras du shérif pour capter son attention. Elle feignit un sanglot dramatique, portant sa main à sa poitrine. « S'il vous plaît, shérif, vous devez faire quelque chose », supplia-t-elle, sa voix résonnant dans le hall silencieux. « C'est un club privé et nous avons payé pour un environnement calme et sûr. Elle a amené cette bande ici pour terroriser mon fils et détruire sa carrière. Je veux qu'elle soit arrêtée immédiatement. Mettez-lui les menottes et débarrassez-nous de ces gens avant que quelqu'un ne soit blessé. » Elia s'avança derrière sa femme, ajoutant sa voix grave et autoritaire à ce concert de mensonges. « Messieurs, nous sommes des membres respectés de cette communauté, » dit Elia, regardant les agents avec l'attente d'une obéissance absolue. « Je m'appelle Elia, et voici ma famille. Nous sommes les victimes d'une campagne de harcèlement coordonnée par cette femme mécontente. Je m'attends à ce que vous évacuiez ce hall immédiatement et que vous l'arrêtiez pour violation de propriété privée. » Le shérif regarda Tran, puis Vivien, et enfin Elia. Il écouta leurs exigences, observant les costumes chers et les colliers de diamants. Élevant son regard au-delà d'eux, il finit par croiser le mien. Je me tenais toujours calme à la tête de ma famille, tenant mon bouquet de mariée. Je n'avais pas l'air paniqué. Je n'essayais pas de crier plus fort que pour me défendre. Mon oncle Charles et ma sœur se tenaient juste à mes côtés, rayonnant de la même dignité tranquille. Nous savions que tout geste brusque ou voix haute pouvait être mal interprété. Le traumatisme historique de ces rencontres était bien réel. Mais ma famille refusait de les laisser utiliser notre existence comme une arme. Nous laissions les membres fortunés du country club hurler et pointer du doigt. Tran remarqua que les agents ne se précipitaient pas sur leurs menottes. Son jeu d'acteur commença à se fissurer, révélant sa colère arrogante. « Que attendez-vous » lança-t-il en s'approchant du shérif. « Je suis gestionnaire de fonds spéculatifs et membre éminent de ce club. Ce sont mes impôts qui paient votre salaire. Je vous ai appelé pour signaler un délit en cours. Arrêtez-la immédiatement, ou je m'assurerai que votre supérieur entende parler de votre incompétence flagrante. C'est une femme dangereuse d'un quartier malfamé et elle essaie de nous extorquer. » Les invités du country club observaient la scène en retenant leur souffle. Ils étaient habitués à ce que la police agisse comme leur service de sécurité privée. Dans leur monde, un appel téléphonique d'un homme blanc fortuné devait se solder par une intervention physique immédiate contre quiconque était jugé indésirable. Ils s'attendaient à ce que les agents traversent le hall, m'attrapent par les bras et me traînent hors du bâtiment dans ma robe de mariée. Vanessa souriait déjà, sortant son téléphone pour enregistrer le moment de mon humiliation. Elle voulait le publier en ligne pour prouver que je n'étais qu'une racaille sans classe. Julien restait appuyé contre la colonne, me regardant avec un mélange pathétique de soulagement et de lâcheté, espérant que la police le débarrasserait du problème qu'il ne savait pas gérer. Le shérif leva une main, faisant signe à ses adjoints de rester en position près de l'entrée. Il ne parut pas intimidé par les menaces de Tran ni par les grands airs d'Elia. Il fit un pas lent et délibéré pour s'éloigner de Vivien, retirant doucement la main de celle-ci de son uniforme. « Calmez-vous, tout le monde », dit le shérif d'une voix forte et autoritaire. « Je vais évaluer la situation et déterminer qui doit être évacué, mais pour l'instant, je demande à chacun de reculer et de baisser d'un ton. » Le visage de Tran vira au rouge de colère. « Vous n'avez rien à évaluer, » hurla-t-il, me pointant de nouveau du doigt, la voix brisée par la rage. « Elle se tient juste là. Elle n'a rien à faire ici. Elle s'est introduite illégalement. Elle n'a pas de carte de membre et elle n'est pas invitée.
Arrêtez-la avant que j'appelle le maire pour vous faire retirer votre insigne. Le shérif ignora complètement sa colère montante. Il ajusta son ceinturon et marcha droit vers moi. Le bruit de ses lourdes bottes résonna sur le marbre poli, comme un conte à rebours dans le hall silencieux. Les 50 invités de Marc retinrent leur souffle, se penchant en avant dans leur tenue de cocktail coûteuse. Vivien croisa les bras, l'air extrêmement satisfaite. Elle croyait sincèrement que c'était la fin pour moi. Elle pensait que la richesse et le statut de sa famille leur assuraient la victoire. Alors que le shérif réduisait la distance qui nous séparait, ma famille se prépara. Ma sœur me serra fermement la main, la paume moite contre la mienne, mais je la serrai en retour pour la rassurer, tout se déroulait exactement comme prévu. Je regardais le shérif alors qu'il s'arrêtait à quelques pas de moi. Il regarda ma robe Vera Wang sur mesure, puis les visages sereins des 240 personnes debout derrière moi, tenant bon avec une force inébranlable. Le hall était si silencieux qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. Le piège était tendu, le public observait, et Tran et Vivien venaient de me donner l'allumette pour allumer la mèche. Le shérif ne s'arrêta pas. Il ignora complètement Tran, qui continuait de me pointer du doigt comme un enfant gâté. Il passa devant Vivien, qui ajustait déjà ses cheveux en prévision de ce qu'elle pensait être mon arrestation humiliante. Il contourna Elia, debout dans une attitude de fausse autorité. Le bruit lourd de ses bottes cessa enfin lorsqu'il s'arrêta juste devant moi. Tout le hall retint son souffle, attendant le moment où il sortirait ses menottes pour me notifier mes droits. Au lieu de cela, le shérif retira son chapeau, le tenant avec respect contre sa poitrine, et m'adressa un signe de tête poli et familier. « Bonjour, madame, » dit-il, sa voix résonnant dans le silence stupéfait de la pièce. « C'est un plaisir de vous revoir. Je suis navré que votre journée si spéciale soit ainsi perturbée. » Je lui offris un sourire chaleureux, relâchant ma posture. « Bonjour, monsieur le shérif, » répondis-je d'une voix calme et posée. « Je vous remercie d'avoir réagi si rapidement à cet appel. » Le soupir de stupeur collectif qui s'échappa des 50 invités de Marc fut tel qu'on aurait dit que tout l'oxygène de la pièce s'était évaporé. Les bras de Tran retombèrent lentement le long de son corps, son sourire narquois faisant place à une incompréhension totale. Vivien recula d'un pas, chancelante, s'agrippant au bord d'une table de marbre pour ne pas tomber. La mâchoire d'Elia se décrocha littéralement. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Dans leur monde, les forces de l'ordre étaient un outil exclusivement destiné à punir les personnes qui me ressemblaient. L'idée même que le shérif local non seulement me connaisse, mais me traite avec un profond respect professionnel, court-circuita totalement leurs esprits remplis de préjugés. Tran fut le premier à retrouver l'usage de la parole. « Qu'est-ce qui se passe ici par pitié ?» demanda-t-il en faisant un pas vers le shérif. « Pourquoi lui parlez-vous sur ce ton ? C'est moi qui vous ai appelé. Elle viole une propriété privée. Arrêtez-la. » Le shérif se tourna vers Tran, son expression se faisant sévère et inflexible. « Monsieur Sterling, » dit le shérif, sur un ton qui n'avait plus rien de poli. « Je vous conseille de baisser d'un ton et de reculer. Vous avez signalé une émeute hostile menaçant votre vie. Signaler un faux délit est un crime fédéral, et au vu du calme absolu des personnes présentes ici, je dirais que vous marchez déjà sur de la glace très mince. » Le visage de Tran vira au violet. « Un faux rapport, » bafouilla-t-il, cherchant du soutien du regard autour de lui. « Elle n'est pas membre ici. Elle s'est introduite de force. Demandez au directeur du club. Demandez à n'importe qui. Elle n'a rien à faire sur cette propriété. » Je décidai qu'il était enfin temps de mettre un terme à son calvaire. J'ouvris ma pochette en soie blanche et en sortis un épais dossier cartonné. Il était scellé par le tampon rouge officiel du registre des sociétés de l'État. Je le brandis, laissant le lourd silence de la pièce amplifier la portée de ce que j'allais annoncer. « Tu as parfaitement raison sur un point, Tran, » dis-je calmement, en m'avançant lentement vers le centre de la pièce. « Je ne possède pas de carte de membre de l'Héritage Country Club. » Vivien laissa échapper un rire moqueur et mesquin. « Vous entendez ça, shérif ?» s'écria-t-elle. Elle l'avoue. Elle s'est introduite illégalement. Expulsez-la. Je ne jetai pas même un regard à Vivien. Mes yeux restèrent fixés sur Tran et Elia, les deux hommes qui s'enorgueillissaient de leur sens des affaires. Je n'ai pas besoin d'être membre d'un club dont je suis pratiquement propriétaire, dis-je, ma voix résonnant avec une clarté limpide dans le hall de marbre. Le rire mesquin s'étrangla dans la gorge de Vivien. Julian,
qui s'était caché près de la colonne, releva brusquement la tête, les yeux ronds de stupeur. Elia fronça les sourcils, s'avançant. « De quelle bêtise parles-tu » demanda Elia, la voix légèrement tremblante. « Ce club appartient aux familles fondatrices depuis plus d'un siècle. Tu es complètement délirante. » J'ouvris le dossier et en sortis les documents juridiques officiels. « Je suis gestionnaire de crise, Elia, expliquai-je en faisant les 100 pas devant la foule médusée. Je règle les désastres financiers, et votre magnifique et exclusif country club est un désastre financier majeur depuis 3 ans. Vous passez tous tellement de temps à boire du champagne dans ce hall que vous n'avez jamais pris la peine d'examiner les bilans comptables du club. L'héritage perdait de l'argent en secret, accumulait les défauts de paiement et faisait face à une faillite imminente. Je marquai une pause, laissant la réalité de mes paroles faire son effet. Les invités de Marc commencèrent à se regarder, le visage blême de panique. Être membre de ce club était un symbole de statut social, et l'idée même qu'il soit en faillite était un cauchemar mondain. Il y a 2 mois, continuai-je en montrant les documents, un groupe d'investissement privé et anonyme est intervenu et a racheté 60% de la dette et des actifs du club aux familles fondatrices pour lui éviter une vente aux enchères publiques. Mon cabinet de relations publiques représente ce groupe d'investissement. Et parce qu'ils préfèrent rester entièrement anonymes, ils m'ont accordé les pleins pouvoirs juridiques pour gérer leur participation majoritaire. Je marchai droit vers Elia, lui tendant le document au tampon rouge sous les yeux pour qu'il puisse lire les termes juridiques et voir ma signature notariée. « Je n'ai pas simplement ma place ici, Elia, murmurai-je d'une voix venimeuse. Je suis la représentante de l'actionnaire majoritaire. Je préside le conseil d'administration. Je signe les chèques qui permettent d'éclairer ce bâtiment. C'est moi la patronne. » Le silence qui s'abattit sur la pièce fut absolu et écrasant. Le basculement du pouvoir fut si brutal qu'il parut physique. Elia fixa le document, ses yeux parcourant le jargon juridique, son visage prenant une teinte grisâtre de malade. C'était un homme de l'immobilier. Il savait exactement à quoi ressemblait une procuration notariée, et il comprit instantanément que je disais la vérité. La femme qu'il venait de menacer de ruiner, la femme qu'il avait traitée comme une moins que rien du West End, était la représentante légale du sol même sur lequel il se tenait. Vivien commença à trembler des mains, si violemment qu'elle fit tomber sa pochette. Celle-ci heurta le marbre dans un bruit sec, mais personne ne bougea pour la ramasser. Non, octa-t-elle, secouant la tête en signe de déni. Non, c'est impossible. Tu mens. Julien, dis-lui qu'elle ment. Mais Julien ne dit rien. Il me regardait comme s'il me voyait pour la toute première fois. Il réalisait enfin la valeur de la femme qu'il avait rejetée. Il avait troqué une reine pour une place à une table dont j'étais propriétaire. Je me tournai vers le shérif qui avait observé toute la scène avec une satisfaction discrète. « Monsieur le shérif, dis-je, ma voix reprenant un ton calme et professionnel. Comme le prouvent ces documents, je suis la représentante légale de la propriété majoritaire. J'autorise ma famille et nos invités à être présents ici aujourd'hui. En revanche, je ne peux pas en dire autant des 50 autres personnes présentes dans cette pièce. » Je pointai directement du doigt Vivien, Tran et Elia. Ils organisent un événement privé non autorisé sur ma propriété sans mon consentement. Ils ont harcelé mes invités et ont fait perdre son temps à votre service avec un appel d'urgence mensonger. La trappe s'était enfin ouverte sous leurs pieds. Les chasseurs arrogants s'étaient aventurés à l'aveugle sur mon territoire, et c'était eux désormais qui se retrouvaient dans la ligne de mire. La panique dans leurs yeux était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Ma famille restée derrière moi n'avait pas émis le moindre son, mais le changement d'attitude collectif en disait long. Mon oncle Charles se redressa, un fier sourire se dessinant enfin sur son visage. Ma sœur me serra le bras, les yeux brillants de larmes de triomphe absolu. Il m'avait regardé ravaler ma fierté pendant des années. Et maintenant, il me regardait avaler tout l'héritage country club d'un coup. Les 50 invités de Marc qui jugeaient ma famille quelques instants plus tôt s'empressaient désormais de prendre leur distance avec Vivien et son empire en ruine. Ils commencèrent à chuchoter frénétiquement, certains se dirigeant déjà vers le vestiaire. L'illusion de leur richesse intouchable avait été brisée par une femme noire du West End armée d'un dossier cartonné. Tran était totalement aphone, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. Il regarda le shérif, espérant une aide, mais celui-ci posa simplement la main sur son ceinturon, prêt à faire son travail. Le rapport de force s'était complètement inversé. Je n'étais plus l'invité indésirable. J'étais la propriétaire,
et l'avis d'expulsion était officiellement signifié. Je me tournai de nouveau vers le shérif. Monsieur le shérif, dis-je, conservant mon ton professionnel. Comme vous pouvez le voir sur ces documents, je suis la représentante légale de la propriété majoritaire. J'autorise ma famille et nos invités à rester ici aujourd'hui. Cependant, je vous demande formellement de faire évacuer les 50 autres personnes de ma propriété. Ils n'ont pas mon autorisation pour organiser un événement privé ici. Ils ont contourné les canaux de réservation habituels pour occuper cette salle et ont harcelé ma famille. Ce sont eux qui violent la propriété. Le shérif jeta un dernier coup d'œil aux documents et hocha lentement la tête avant de me les rendre. Très bien, madame, répondit-il en se tournant vers la foule de mondains. Bien, mesdames et messieurs, annonça le shérif d'une voix forte qui résonna dans le hall. La représentante légale de cette propriété vous demande de quitter les lieux. L'événement auquel vous assistez n'est pas autorisé. Je demande à toute personne ne faisant pas partie des invités de madame et de récupérer ses affaires et de quitter le bâtiment immédiatement. Si vous refusez de partir, vous serez arrêté pour violation de propriété privée. Le chaos qui s'ensuivit fut instantané et total. Les 50 riches invités qui avaient passé la dernière heure à chuchoter sur le compte de ma famille et à nous regarder de haut furent pris de panique. Dans leur vie parfaite et bien rangée, la menace d'une intervention policière était le pire des poisons sociaux. Personne ne voulait être photographié par le personnel ni faire l'objet de commérages au prochain déjeuner du club. Des hommes en costume cher commencèrent à se bousculer pour atteindre le vestiaire. Des femmes en robe de créateur relevèrent leurs jupes et marchèrent d'un pas pressé vers les lourdes portes en acajou, abandonnant leur coupe de champagne en cristal sur la première surface plane venue. Leur loyauté envers Vivien s'évapora à la seconde même où leur propre réputation fut menacée. Ils se bousculèrent vers la sortie, laissant leur ancienne amie totalement abandonnée. Vivien resta figé au milieu de la pièce, regardant son monde s'effondrer. Ses amis de la haute société la fuyaient comme si elle était contagieuse. Margaret, attends, supplia Vivien en attrapant le bras d'une femme portant un lourd collier de perles. Tu n'es pas obligé de partir. C'est juste un malentendu. Je vais appeler le conseil d'administration. Je vais la faire expulser. Mais Margaret déja violemment son bras de la poigne de Vivien avec un regard de pure terreur. Ne me touche pas, Vivien, siffla la femme en jetant un œil nerveux au shérif. Tu nous as menti. Tu nous as entraînés dans un désastre juridique. Je ne vais pas me faire arrêter parce que tu voulais jouer avec ta belle-fille. La femme s'empressa de fuir, laissant Vivien seul au milieu de mes proches. Tran faisait les 100 pas près du bar, l'air échevelé. Il ressemblait à un animal piégé. Il passait son temps à sortir son téléphone, à taper frénétiquement des messages, puis à le ranger. Il n'y avait personne qu'il pût appeler pour arranger cela. Son argent et son statut étaient totalement inutiles face à l'autorité juridique que je tenais entre mes mains. Elia s'était retiré dans un coin, s'appuyant lourdement contre le mur, le visage enfoui dans les mains. Le puissant promoteur immobilier était réduit à un vieil homme humilié, fuyant les conséquences de sa propre arrogance. Il avait promis de me ruiner, mais c'était lui désormais qui se faisait expulser publiquement du joyau de la haute société d'Atlanta. Julian, quant à lui, était complètement anéanti. Il s'écarta lentement de la colonne de marbre et fit un pas hésitant vers moi. « Gaby, s'il te plaît, supplia-t-il, la voix brisée. Tu ne peux pas faire ça. Mon associé principal vient de me licencier. Si tu nous expulses avec la police, toute la ville le saura. Ma carrière sera finie. Nous pouvons nous asseoir et en parler. Nous pouvons retourner au domaine d'origine. Je paierai. Je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît, demande au shérif de s'arrêter et laisse ma famille rester. Ne nous humilie pas ainsi. J'ai regardé l'homme que j'avais failli épouser. Il transpirait, sa veste de smoking était froissée, ses yeux grands ouverts de désespoir. Il ne s'excusait pas parce que sa mère m'avait volé mon argent. Il ne s'excusait pas de m'avoir dit d'arrêter de me comporter comme si je venais des cités. Il s'excusait uniquement parce qu'il avait perdu son pouvoir et qu'il était terrifié par les conséquences. Je ne t'humilie pas, Julian, répondis-je doucement, ma voix assez forte pour que sa mère et lui m'entendent. Vous vous êtes humilié tout seul. Vous avez choisi de nous traiter, ma famille et moi, comme si nous étions inférieurs à vous. Tu as choisi de laisser ta mère détourner notre mariage parce que tu étais trop lâche pour lui tenir tête. Je me contente de vous tendre un miroir pour que tout le monde voie qui vous êtes vraiment.
Vanessa accourut et attrapa le bras de Julian pour tenter de l'entraîner. « Ne la supplie pas, Julian !» cria Vanessa, le visage zébré par un maquillage coulant. « C'est un monstre. Elle a tout planifié depuis le début pour nous détruire. Partons d'ici. Nous n'avons pas besoin de rester dans cet endroit de pacotille de toute façon. » Le shérif et ses adjoints commencèrent à s'avancer vers la famille. « C'est l'heure de partir, tout le monde, » dit fermement le shérif. « Ne me forcez pas à me répéter. Je commencerai à mettre les menottes s'il le faut. » La menace d'une arrestation physique bien réelle finit par percer leur arrogance tenace. Elia se décolla du mur et marcha vers la sortie sans se retourner, la tête basse en signe de défaite totale. Tran le suivit, courant presque pour échapper à la police. Vanessa traîna Julian par le bras vers la sortie, tandis qu'il me regardait avec une expression pathétique de profond regret. Le hall se vidait rapidement, laissant derrière lui un sillage de coupes de champagne abandonnées et de dignité perdue. Elia avait déjà disparu derrière les lourdes portes en acajou, et Vanessa entraînait un Julian en pleurs vers l'extérieur, mais Vivien ne bougeait pas. Elle restait plantée au milieu du sol en marbre, son costume en soie froissée, ses cheveux impeccables commençant à s'échapper de leurs épingles. Elle hyperventilait, sa poitrine se soulevant rapidement alors qu'elle contemplait l'espace vide où se tenait son empire mondain quelques instants plus tôt. Le shérif et 2 adjoints s'approchèrent d'elle, lui faisant signe de se diriger vers la sortie. « Madame, il est temps de partir, » dit le shérif d'un ton calme mais sans réplique. « Votre fête est finie. Vous devez évacuer les lieux immédiatement. » Vivien repoussa violemment la main de l'adjoint d'un coup sec. « Ne me touchez pas, » hurla-t-elle, sa voix résonnant avec violence sous le haut plafond. Elle avait complètement perdu la raison. La matriarche polie et élégante avait fait place à un animal acculé et désespéré. Elle tourna ses yeux fous vers moi, le visage tordu par une haine pure. « Tu penses avoir gagné ?» hurla-t-elle, faisant un pas chancelant dans ma direction. « Tu penses pouvoir débarquer ici avec un bout de papier et m'expulser de mon propre événement ? J'ai ma place ici. Je suis un membre fondateur de cette communauté. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une fille des cités du West End qui a eu de la chance. » Mon oncle Charles s'avança pour me protéger, mais j'ai posé une main sur son épaule pour passer doucement devant lui. Je voulais regarder Vivien dans les yeux au moment de son effondrement total. « Tu as raison, Vivien, » dis-je d'une voix dangereusement douce. « Je suis une fille du West End. Mais la différence entre toi et moi, c'est que j'ai bâti ma vie de mes propres mains. Tu as bâti la tienne sur des mensonges et de l'argent volé, et aujourd'hui tes mensonges ont pris fin. » Le shérif perd patience. « Par avant qu'il ne te mette les menottes. » La menace des menottes aurait dû la calmer, mais Vivien était allé trop loin. Son ego ne pouvait accepter l'humiliation d'être expulsée par la femme même qu'elle avait tenté d'effacer. Elle tapa du pied sur le marbre comme une enfant en colère. « Je ne partirai pas, » hurla-t-elle, la voix brisée par l'hystérie. « J'ai payé pour cette salle. J'ai payé pour le traiteur. J'ai payé pour le quatuor. Tu ne peux pas m'expulser alors que j'ai acheté cet espace en bonne et due forme. J'ai payé $100 000 pour réserver ce club aujourd'hui. $100 000 de ton acompte de mariage annulé sont allés directement sur le compte bancaire de l'Héritage Club. J'ai acheté ce lieu avec ton argent, Gabi. Donc, légalement, c'est mon événement. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, au milieu du silence de plomb qui s'abattit sur le hall. Ma famille la regarda sous le choc. Le personnel du club resta figé. Même le shérif s'arrêta, les yeux écarquillés par ce qu'elle venait de hurler à plein poumon. Dans sa tentative désespérée d'affirmer sa domination, Vivien venait de confesser publiquement le vol de mon argent. Elle venait d'admettre avoir pris la compte de $150 000 du domaine de Piémont pour financer sa propre réception privée. Elle pensait que l'argent lui donnait des droits, mais elle venait de livrer aux forces de l'ordre une confession publique de vol qualifié et de fraude financière. Je regardai le shérif en haussant un sourcil. « Vous avez bien entendu, shérif ?» demandai-je calmement. Le shérif hocha lentement la tête, le visage fermé par un dégoût professionnel évident. « 5 sur 5, madame » répondit-il en détachant les menottes de son ceinturon. Vivien réalisa soudain ce qu'elle venait de faire. L'adrénaline quitta son visage, la laissant d'une pâleur de mort. Elle regarda ses mains, puis le shérif qui s'avançait vers elle d'un pas décidé. « Attendez » bafouilla-t-elle en reculant. « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que j'avais transféré les fonds au nom de Julian.
c'était une transaction familiale. Ce n'est pas un crime. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Mais avant que le shérif ne puisse lui saisir les poignets, un nouveau bruit retentit à travers les lourdes portes en acajou. Ce n'était pas le hurlement des sirènes de police cette fois, mais le crissement lourd de gros véhicules s'arrêtant brusquement sur l'allée pavée à l'extérieur. Les vitres épaisses de l'entrée principale furent soudainement inondées par la lumière blanche et aveuglante de projecteurs halogènes. Les gyrophares de police firent place à l'éclat incomparable de projecteurs de télévision professionnels. À travers les portes vitrées, les personnes restées dans le hall virent 4 camions de reportage s'arrêter juste devant les marches de l'entrée, bloquant les issues. Les flancs des véhicules arboraient les logos de CBS, Fox, ABC et de la plus grande chaîne locale d'Atlanta. Les portières s'ouvrirent et des caméramans commencèrent à gravir les marches de pierre au pas de course, leur lourd matériel sur l'épaule. Des reporters en costumes élégants les suivaient de près, micro en main, dirigeant urgemment leurs équipes pour obtenir les meilleurs angles. Vivien recula, portant une main à sa gorge. Ses yeux étaient écarquillés par une terreur si profonde qu'on aurait dit qu'elle venait de voir un fantôme. Les médias étaient son pire cauchemar. Dans son monde, une arrestation discrète pouvait être étouffée grâce à des avocats coûteux et des dossiers scellés. Mais une diffusion publique, un cirque télévisé en direct, était une condamnation à mort sociale. Elle se tourna vers moi, les lèvres tremblantes. « Qu'est-ce que tu as fait ?» chuchota TL, sa voix à peine audible dans le vacarme extérieur. J'ai vérifié mon compte à rebours mental. Exactement 30 minutes s'étaient écoulées depuis que Tran avait jeté le chèque déchiré sur le capot de ma limousine. J'affichais un sourire froid et calculé qui lui promettait une ruine totale. J'ai dit à Tran que j'allais faire de cet événement un grand final. Vivien, répondis-je en désignant le flot de reporters qui entraient. Tu vois, quand on annule le mariage d'une femme qui dirige le meilleur cabinet de relations publiques de crise de l'État, il faut s'attendre à ce qu'elle invite ses propres contacts médiatiques à la réception. Je les ai appelés il y a 30 minutes. Je leur ai dit que la célèbre Vivien et son gendre gestionnaire de fonds étaient impliqués dans un scandale financier majeur ici même, à l'Héritage Country Club. Je leur ai promis une exclusivité, et tu viens de leur offrir une magnifique confession en direct. Les lourdes portes en acajou s'ouvrirent et les journalistes envahirent le hall, les projecteurs des caméras éclairant le visage terrifié de Vivien. J'entendais leurs questions fuser immédiatement, l'interrogeant sur les fonds de mariage volés, sur le fonds spéculatif de Tran, demandant si les rumeurs de faillite de l'Héritage Country Club étaient vraies. Ils se montraient impitoyables parce que je leur avais fourni exactement les éléments nécessaires pour faire de cette affaire le plus grand scandale de l'année. Ma famille se tenait derrière moi, observant avec admiration la femme qui m'avait tourmenté pendant des années se faire dévorer par la machine médiatique qu'elle avait toujours tenté de contrôler. Mon oncle Charles laissa échapper un sifflement de pur respect. Ma sœur me serra la main, un immense sourire aux lèvres. Le shérif restait immobile, ses menottes à la main, secouant la tête d'incrédulité devant le chef-d'œuvre de destruction que j'avais orchestré. Vivien tenta de se cacher le visage avec sa pochette de marque, mais les caméras capturèrent chaque larme, chaque sanglot de panique. Les petits voyants rouges d'enregistrement des objectifs clignotaient régulièrement, diffusant sa déchéance en haute définition. Elle était prise au piège. Ses amis de la haute société qui avaient fui étaient probablement déjà en train de regarder la scène sur leur téléphone dans leur voiture de luxe. L'humiliation était totale. Le piège ne s'était pas simplement refermé sur elle, il diffusait sa fin au monde entier. Et le véritable spectacle commençait à peine. Les journalistes envahirent le hall avec une énergie chaotique qui acheva de détruire le calme prestigieux du country club. Des câbles noirs serpentaient sur les sols en marbre et la lumière vive des projecteurs éclairait chaque recoin de la pièce. Des micros de toutes les grandes chaînes locales étaient tendus, formant un cercle serré autour du conflit. Vivien tenta de se réfugier dans l'ombre, tenant toujours sa pochette sur son visage, mais il n'y avait plus nulle part où se cacher. Les caméramans se montraient impitoyables, orientant leurs objectifs pour filmer son maquillage ruiné et la terreur absolue dans ses yeux. Tran levait les mains devant un objectif, hurlant à un cadreur de reculer et menaçant de poursuivre la chaîne en justice, mais ces menaces sonnaient creux. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme coupable pris sous les projecteurs. J'ai observé la frénésie médiatique pendant quelques secondes, laissant le chaos atteindre son paroxysme. Dans mon métier, le timing est essentiel. Il faut laisser le scandale respirer juste assez pour capter l'attention du public avant d'intervenir pour prendre le contrôle du récit. J'ai pris une profonde inspiration, lissé le devant de ma robe Vera Wang et me suis avancé directement dans le faisceau de lumière aveuglant.
Les journalistes reportèrent immédiatement leur attention sur moi. Ils voyaient une mariée en robe sur mesure debout au milieu d'un champ de ruines, et ils sentaient le sang. Les questions fusèrent de toutes parts, se superposant dans un brouhaha assourdissant. Je levai une main, un geste simple et calme d'autorité que j'avais utilisé dans des dizaines de conférences de presse auparavant. Les journalistes chevronnés reconnurent l'attitude d'une professionnelle, et les cris firent rapidement place à un silence d'attente. « Bon après-midi, Atlanta », dis-je, regardant droit dans l'objectif de la caméra la plus proche. Ma voix était posée, portant le rythme assuré d'une femme parfaitement dans son élément. « Je m'appelle Gaby Hay. Je suis la fondatrice et directrice du Hay Crisis Management Group. Beaucoup d'entre vous connaissent mon cabinet pour les restructurations d'entreprises que nous avons gérées en centre-ville l'année dernière. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour représenter un client. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que marié qui est arrivé sur le lieu de son mariage ce matin pour y trouver des grises enchaînées et ses économies de toute une vie volée par les personnes même qu'elle s'apprêtait à appeler sa famille. Je marquai une pause, laissant la portée de mes mots se transmettre à travers les écrans dans les salons de milliers de téléspectateurs. Un murmure parcourut l'assemblée des journalistes. Ils étaient venus s'attendre à un différend de country club, mais je leur offrais un feuilleton à suspense matiné de criminalité financière. Je tournai légèrement le corps, désignant du geste le coin où Vivien et Tran étaient acculés contre le mur. Derrière moi, le shérif et ses adjoints observaient la scène d'un air grave. La femme qui se cache derrière son sac est Vivien, continuai-je, mon ton passant du registre professionnel à une tonalité plus tranchante. Elle devait être ma belle-mère. L'homme à côté d'elle, qui hurle sur vos équipes, est Tran, son gendre est gestionnaire d'un fonds spéculatif local. En début de semaine, Vivien a falsifié des documents pour annuler mon contrat de mariage au domaine de Piémont. Elle a retiré mes 150 000 $ d'acompte à mon insu. Et comme vous venez de l'entendre avouer devant les forces de l'ordre, elle a utilisé cet argent volé pour financer cette fête privée non autorisée ici même, à l'Héritage Country Club. Les flashs crépitèrent de plus belle, éclairant le visage de Vivien alors qu'elle laissait échapper un sanglot étouffé. Un reporter de la chaîne locale affiliée à CBS tendit son micro, demandant pourquoi une famille aisée volerait ainsi sa propre belle-fille. J'affichai un sourire triste et entendu qui traduisait une parfaite retenue émotionnelle. Ils l'ont fait parce que je ne cadrais pas avec leur esthétique, répondis-je, fixant à nouveau la caméra. J'ai grandi dans les quartiers populaires du West End. J'ai bâti mon entreprise à force de travail, avec le soutien de ma famille noire, unie, travailleuse et fière, qui se tient juste derrière moi. Mais pour Vivien et Tran, ma famille était un sujet d'embarras. Ils ont décrété que mes proches n'étaient pas assez raffinés pour côtoyer leurs relations d'affaires. Ils ont donc volé mon argent, exclu ma famille et déplacé le mariage ici, dans l'intention de célébrer une cérémonie privée uniquement avec leur cercle d'initiés. Les journalistes prirent des notes à la hâte. L'histoire était irrésistible, un choc des classes, des préjugés raciaux et l'arrogance de la vieille bourgeoisie face à la résilience d'une femme autodidacte. Je peignais le tableau de leur ruine publique. Je n'avais pas besoin de crier ou de me montrer hystérique pour me faire comprendre. Mon calme absolu était la preuve la plus accablante contre eux. Ils pensaient que je serais trop honteuse pour riposter, dis-je d'une voix empreinte d'une force tranquille. Ils pensaient que parce qu'ils possèdent des abonnements au country club et des fonds spéculatifs, ils pouvaient utiliser la police pour me faire taire lorsque je me présenterais pour réclamer mon dû. Il y a moins de 10 minutes, Tran a appelé le 911 pour signaler mensongèrement une émeute d'intrus noirs, espérant que le shérif arrêterait ma famille. Il a tenté d'instrumentaliser la loi pour couvrir le vol de sa belle-mère. Une autre onde de choc parcourut l'assemblée des journalistes. Ils se tournèrent immédiatement vers le shérif qui confirma d'un signe de tête l'appel mensonger. Le visage de Tran devint blême. Il réalisa que je venais de diffuser sa tentative d'intimidation raciste à toute la ville. Ses investisseurs regardaient sans doute. Ses partenaires d'affaires regardaient. Sa vie professionnelle entière s'évaporait en direct. J'avais retourné les armes dont ils se servaient pour opprimer les gens comme moi contre eux, créant une véritable guillotine médiatique. Mais je n'en avais pas tout à fait fini. L'acompte du mariage n'était que l'entrée. En tant que gestionnaire de crise, je savais qu'il fallait réserver le coup de grâce financier pour la fin de la diffusion. Je fis un pas de plus vers les caméras, me préparant à porter le coup de grâce qui scellerait leur ruine définitive. J'ouvris de nouveau ma pochette et en sortis un second dossier cartonné. Celui-ci était plus épais que le premier et portait le logo d'un cabinet d'audit financier médico-légal.
Les journalistes se penchèrent, leur micro frôlant presque ma robe. Le seul bruit résiduel était le cliquetis rapide des obturateurs de caméra. Je vous ai dit que Vivien avait volé mon acompte de 150 000 $, dis-je, ma voix tranchant le silence. Et elle vient d'avouer l'avoir utilisé pour payer ce club aujourd'hui. Mais ce n'est que la moitié de la vérité. Vivien n'a pas seulement annulé mon mariage parce qu'elle détestait ma famille. Elle l'a annulé parce qu'elle était acculée et qu'elle avait désespérément besoin de liquidités pour dissimuler un crime fédéral. Je brandis le premier relevé bancaire, l'orientant de façon à ce que les caméras puissent capturer les numéros de compte surlignés. Depuis 5 ans, Vivien préside la Trinity Hope Foundation, une association caritative organisée par sa paroisse pour fournir une aide au logement aux familles défavorisées du West End de ce quartier même qu'elle prétend mépriser. Les journalistes prirent des notes frénétiquement. Voler une association caritative confessionnelle était le genre d'headline qui détruisait une réputation à tout jamais. C'était la trahison ultime de la confiance publique. Un grand soupir collectif s'éleva de l'assemblée des journalistes. Derrière les caméras, ma famille restait muette de stupeur. L'ignominie de voler une association caritative d'aide au logement pour renflouer un spéculateur financier frauduleux dépassait l'entendement. Je pointais du doigt les lignes surlignées sur les relevés. Vivien a utilisé ses accès de direction pour détourner exactement 4,2 millions de $ de la Trinity Hope Foundation. Elle a transféré cette somme directement vers les comptes offshore de Tran afin de rééquilibrer temporairement ses comptes et d'éloigner les enquêteurs de la SEC. Vivien laissa échapper un gémissement étouffé, se laissant glisser le long du mur de marbre avant de s'effondrer au sol. Elle enfouit son visage dans ses mains, pleurant à chaudes larmes, mais personne ne fit un geste pour lui venir en aide. Tran semblait sur le point de vomir. Ses yeux cherchaient frénétiquement les portes d'entrée, mais les adjoints du shérif bloquaient déjà les issues. Il n'y avait plus d'échappatoire. Leur richesse et leurs privilèges ne pouvaient rien contre les preuves imprimées noir sur blanc. Mais Vivien faisait face à un problème majeur, dis-je d'une voix posée et implacable. Le conseil d'administration de l'association caritative avait programmé un audit indépendant des comptes pour lundi prochain. Elle devait impérativement restituer l'argent avant que les auditeurs ne découvrent que les comptes étaient vides. Elle a tenté d'utiliser ses propres actifs, mais ses capacités de crédit étaient épuisées. Elle était à court d'options et le temps jouait contre elle. C'est alors qu'elle s'est souvenue que son nom figurait en tant que contact financier principal sur un acompte de mariage de 150 000 $ au domaine de Piémont. Je distribuai quelques copies des relevés aux journalistes du premier rang. Ils se mirent aussitôt à parcourir les pages, les yeux écarquillés à la vue des détails des virements bancaires. Elle a annulé mon contrat de mariage, expliquai-je, observant la prise de conscience des journalistes. Elle s'est emparée des 150 000 $ et les a versés directement sur le compte de l'association caritative, espérant que cela suffirait à donner le change aux auditeurs. Mais il lui fallait une histoire pour justifier le déplacement soudain du mariage. Elle a donc fait jouer quelques relations pour réserver cette salle à l'Héritage Country Club à crédit, en prétendant qu'il s'agissait d'une amélioration de standing exclusive. Elle pensait pouvoir dissimuler son détournement de fonds derrière un écran de snobisme. Elle voulait jouer la victime d'une belle fille difficile tout en agissant en coulisses comme une délinquante financière, continuai-je, ma voix dominant le ronronnement du matériel vidéo. Elle pensait pouvoir rejeter la faute sur ma famille prétendument sans manière et s'en servir comme d'un prétexte idéal pour réduire la taille du mariage et masquer les fonds manquants. L'audace du stratagème était exposée au grand jour pour toute la ville. Les caméras firent un gros plan sur Vivien, prostré au sol, ombre brisée de la femme arrogante qui avait tenté de m'effacer 1 heure plus tôt. Tran hyperventilait, se serrant la poitrine alors que la réalité de son inculpation fédérale imminente s'imposait à lui. Il avait tenté de faire intervenir la police contre des noirs innocents pour protéger une fortune fictive. Il voulait voir ma famille menottée pour que personne ne remarque que c'était lui qui méritait d'être derrière les barreaux. « Tu as appelé la police aujourd'hui, Tran ?» dis-je en le fixant tandis que les caméras me suivaient. « Tu voulais que les autorités viennent régler tes problèmes. Tu voulais qu'ils arrêtent des innocents pour préserver ton apparence de supériorité. Eh bien, ils sont là. Et grâce à ces documents, le FBI et la SEC frapperont à ta porte dès lundi matin. » Les journalistes se mirent à hurler des questions, tentant d'obtenir une réaction de Tran ou de Vivien. Les flashs crépitaient de toutes parts, immortalisant leur déchéance complète. Le shérif s'avança, le visage fermé par une froide détermination. Il avait été utilisé comme un pion dans leur jeu raciste, et il n'allait pas les laisser s'en tirer ainsi. Il ordonna à ses adjoints de sécuriser le hall,
signifiant à Tran qu'il était retenu pour interrogatoire concernant l'appel d'urgence mensonger et les documents financiers que je venais de transmettre à la presse. Je me tenais au milieu de ce chaos, éprouvant un profond sentiment de justice accomplie. La crise avait été gérée. Le récit était définitivement scellé. J'avais pris le pire jour de ma vie pour en faire une démonstration de justice absolue. Ma famille, qu'ils avaient tenté d'exclure et d'effacer, se tenait fière et réhabilitée, tandis que la prétendue élite s'effondrait dans la boue. Je me détournais des caméras et des journalistes, sachant que mon travail ici était accompli. Le hall de l'Héritage Country Club était méconnaissable. Les journalistes criaient, tendant leur micro vers Vivien, toujours effondré sur le marbre, et Tran, acculé dans un coin par les adjoints du shérif. Les flashs des caméras crépitaient sans relâche, immortalisant l'anéantissement de leur image publique. Les derniers invités qui s'étaient attardés pour assister à mon arrestation se bousculaient désormais vers le vestiaire et les sorties latérales. Ils cachaient leur visage derrière leurs vêtements de créateurs pour éviter de figurer aux informations locales associées à un scandale de détournement de fonds et à une enquête fédérale pour fraude. Leur prétendue loyauté envers Vivien s'était envolée dès que leur propre réputation avait été menacée. Ils s'enfuirent, la laissant seule. Tran respirait difficilement, son costume de marque froissé. Il tenta de forcer le passage devant un adjoint, la voix brisée par la colère et la terreur. « Vous ne pouvez pas me retenir ici », exigea-t-il, regardant le shérif avec affolement. « Je veux mon avocat. Vous n'avez aucune compétence en matière financière fédérale. Je connais mes droits. » Le shérif fit un pas en avant, sortant une paire de menottes en acier de son ceinturon. « Vous avez raison, monsieur Sterling, » dit calmement le shérif. « Je ne m'occupe pas des fraudes boursières, mais je m'occupe des faux rapports de police et du détournement des services d'urgence. Vous êtes retenu le temps que nous contactions les autorités fédérales au sujet des documents fournis par Madame A. Tournez-vous et mettez les mains dans le dos. » Les yeux de Tran s'écarquillèrent de panique. Il se tourna vers Elia, espérant que le puissant patriarche utiliserait son influence pour le sauver. Mais Elia était occupé à jouer sa propre comédie. Réalisant l'ampleur du désastre public, Elia se prit soudain la poitrine, grimaçant d'une douleur feinte. Il poussa un gémissement théâtral et se laissa glisser contre le bar en acajou jusqu'au sol. « Mon cœur » s'écria-t-il pour s'assurer que les caméras l'entendent. « Je ne peux plus respirer. Appelez une ambulance. » C'était une tentative pathétique et transparente de détourner l'attention des accusations criminelles et de se faire passer pour la victime d'un malaise soudain. Je restais impassible devant ce spectacle. Ma formation de gestionnaire de crise me permettait de garder un visage neutre, mais je ressentais intérieurement une profonde satisfaction. Ils avaient tenté de me priver de ma dignité, et c'était eux désormais qui suppliaient au sol. Les journalistes n'accordèrent presque aucun regard à Elia, devinant immédiatement la mise en scène. Ils gardèrent leurs objectifs braqués sur Tran alors que le shérif lui passait les menottes au poignet dans un bruit métallique sec. C'est à ce moment-là que Julian s'effondra. Il était resté figé près de la composition florale, regardant sa vie entière partir en fumée. Il avait perdu son travail dans un grand cabinet. Son beau-frère était menotté. Sa mère était exposée comme voleuse et fraudeuse, et la femme qu'il avait traitée comme un objet jetable tenait l'allumette qui avait tout brûlé. Julian s'avança d'un pas chancelant, le visage pâle et trempé de sueur. Il ne se souciait plus des caméras, de son apparence soignée ou de son besoin de paraître supérieur. Il tomba à genoux devant moi sur le sol de marbre froid. « Gaby, s'il te plaît » sanglota-t-il, la voix brisée. « S'il te plaît, arrête ça. Dis-leur d'éteindre les caméras. Je t'en supplie. Tu as gagné. Tu nous as détruits. Dis-leur de partir. » Il tendit la main, saisissant le bas de ma robe Vera Wang, ses mains tremblant de terreur. Il me regardait avec des yeux remplis d'un désespoir pathétique. J'ai contemplé l'homme que j'aurais dû épouser, celui qui était resté silencieux tandis que sa famille se moquait de mes origines, celui qui m'avait ordonné d'arrêter de me comporter comme si je venais des cités. Il était agenouillé à mes pieds, implorant la clémence qu'il m'avait refusée 30 minutes plus tôt. Je ne ressentais plus de colère. La rage s'était éteinte, laissant place à une froide et absolue clarté. Je dégageai doucement mais fermement le tissu en soie de ma robe de ses mains tremblantes. « Je ne vous ai pas détruit, Julian, » dis-je d'une voix calme mais assez lourde pour couper court au bruit ambiant. « Ta mère vous a détruit lorsqu'elle a volé une association caritative pour financer votre train de vie arrogant.
Tran vous a détruit lorsqu'il a tenté d'utiliser la police contre des innocents. Et tu t'es détruit toi-même lorsque tu as choisi de protéger leurs mensonges plutôt que de soutenir la femme qui t'avait aidé à te construire. Il laissa échapper un sanglot déchirant, cachant son visage dans ses mains. Je ne savais pas, Octateil, les larmes coulant entre ses doigts. Je te jure que je ne savais rien de l'argent volé ou du fonds spéculatif. Ma mère m'a juste dit qu'elle avait trouvé un meilleur lieu. J'ai été stupide, Gabi. Tellement stupide. S'il te plaît, tu doutes me croire. Je le regardais, éprouvant un sentiment de faim absolue. Cela n'a plus d'importance, Julian, répondis-je en reculant pour marquer une distance physique entre nous. Ce qui importe, c'est ce que tu as fait quand tu m'as cru sans défense. Tu pensais que j'étais une fille du West End qui accepterait sans un mot d'être exclue de sa propre vie. Tu as oublié que c'est moi qui écris l'histoire. Les flashs continuaient de crépiter, immortalisant l'image du garçon d'or déchu agenouillé devant la femme qu'il avait tenté d'effacer. Les adjoints du shérif escortaient Tran menotté vers la sortie, écartant les journalistes. Vivien restait prostré au sol. L'effondrement de leur empire familial était total. Aucun avocat, aucun spécialiste des relations publiques ne pouvait les sauver de la réalité qu'ils avaient créée. La vérité était révélée et les conséquences s'affichaient en direct à la télévision. Le dernier acte de cette tragédie s'achevait, et j'étais prête à baisser le rideau. Je regardais Julian pour la toute dernière fois alors qu'il pleurait la perte soudaine et brutale de sa vie de privilégié. À côté de lui, posée sur une table basse en marbre, se trouvait la coupe de champagne qu'il avait abandonnée. Le champagne coûteux était éventé depuis longtemps. J'ai levé ma main gauche pour regarder la bague de fiançailles en diamant de 3 carats qui brillait sous les projecteurs. C'était une pierre magnifique, lourde et sans défaut, mais elle représentait une promesse vide de sens. C'était le symbole de la cage dans laquelle ils avaient tenté de m'enfermer. Lentement, j'ai fait glisser l'anneau de platine de mon doigt. Julian leva les yeux, suppliant du regard, mais il n'osa pas me toucher. Je tins la bague juste au-dessus de sa coupe abandonnée et la laissai tomber. Elle heurta le cristal dans un tintement sec avant de couler au fond du champagne éventé. Je n'annule pas seulement le mariage, Julian, dis-je d'une voix désormais dénuée de toute affection. Je licencie toute ta famille. Je lui tournai le dos sans attendre de réponse. Je n'avais que faire de ces excuses pathétiques ou de ces justifications lâches. Je regardais mon oncle Charles, ma sœur et les 240 personnes qui m'avaient soutenu avec tant de grâce durant cette heure chaotique. Allons faire la fête, leur dis-je, un sourire sincère éclairant enfin mon visage. Nous avons quitté le hall du country club uni et fiers. Les journalistes s'écartèrent pour nous laisser passer, leur caméra capturant l'image forte d'une famille noire s'éloignant d'une institution bourgeoise déchue. Nous sommes sortis dans l'air frais de la soirée, laissant derrière nous les cris, les menottes et les gyrophares. La flotte de bus de luxe nous attendait là où nous l'avions laissé, les moteurs diesel tournant tranquillement dans la nuit fraîche d'automne. Nous ne sommes pas retournés dans le West End. Le convoi s'est dirigé vers le centre-ville d'Atlanta pour s'arrêter devant l'entrée étincelante de l'hôtel Saint-Régis. Plus tôt dans la matinée, en découvrant que Vivien m'avait exclu du domaine de Piémont, j'avais passé un coup de fil à un milliardaire de la technologie dont j'avais sauvé l'entreprise d'un scandale de piratage informatique de données massifs l'année précédente. Il me devait une fière chandelle et s'était montré à la hauteur bien au-delà de mes espérances les plus folles. Il avait loué l'intégralité du toit-terrasse de l'hôtel, prenant entièrement à sa charge le traiteur de premier choix, un orchestre de jazz en direct et un bar ouvert haut de gamme. Ce n'était plus une réception de mariage, c'était la fête de mon indépendance. En arrivant sur cette terrasse surplombant la silhouette époustouflante d'Atlanta, entouré des personnes qui m'aimaient et me respectaient sincèrement, j'ai senti un poids immense s'envoler de ma poitrine. L'air y semblait d'une pureté incroyable. Mes tantes retirèrent leurs talons et se mirent à danser sur le parquet ciré. Mes cousins trinquèrent à ma liberté avec des alcools de choix. La nourriture était excellente, la musique entraînante, et il n'y avait absolument personne dans cette pièce pour penser que nous n'étions pas à notre place. Cette nuit nous appartenait. Cela fait maintenant plus d'1 an que cette journée a eu lieu, et la poussière est enfin retombée. Le système judiciaire a été d'une rapidité surprenante lorsque les délits ont été diffusés en direct et en haute définition sur toutes les chaînes de télévision locales. Tran a été reconnu coupable de fraude financière et de détournement de fonds. Il purge actuellement une peine de 10 ans dans un pénitencier fédéral, et Vanessa a demandé le divorce à la seconde même où ses avoirs offshore ont été gelés.
Vivien a évité de justesse la prison en liquidant absolument tout ce qu'elle possédait, y compris sa résidence principale, afin de rembourser l'association caritative de la paroisse. Mais son exécution sociale a été totale et définitive. Elle a été bannie à vie de l'Heritage Country Club, excommuniée de son église, et entièrement rejetée par toute la haute société d'Atlanta qu'elle avait sacrifié son âme pour impressionner. Elle vit désormais dans un minuscule appartement en location très loin de la ville, trop honteuse pour oser se montrer à nouveau en public. Quant à Julian, sa carrière d'avocat ne s'en est jamais remise. Aucun cabinet d'affaires ne voulait recruter un collaborateur qui avait menti sur ses tentatives à l'examen du barreau de l'État et s'était retrouvé publiquement associé à un scandale de fraude financière majeure. Aux dernières nouvelles, il travaille comme défenseur public surchargé de travail et sous-payé dans un bureau délabré à 3 comtés d'ici, luttant pour payer son propre loyer sans l'argent de sa mère pour subvenir à ses besoins. Il a finalement obtenu la vie de labeur pour laquelle il s'était toujours cru trop bien. Ils ont tenté de m'exclure parce qu'ils me pensaient désespéré de m'asseoir à leur table. Ils pensaient que mon amour pour Julian me pousserait à ravaler ma fierté et à renier mes origines. Mais ils ont oublié que lorsqu'on bâtit sa vie de ses propres mains, on n'a pas besoin de permission pour s'asseoir. On construit simplement une plus grande table. J'ai passé 2 ans à essayer de me faire toute petite pour m'intégrer dans une famille résolue à me mépriser. Je pensais que ma réussite professionnelle et ma stabilité financière finiraient par m'attirer leur respect. Mais le véritable respect ne s'achète pas et ne se négocie pas. Si quelqu'un exige que vous abandonniez votre histoire, votre famille ou votre dignité simplement pour être aimé, c'est qu'il ne vous aime pas du tout, il aime simplement le contrôle qu'il exerce sur vous. Quitter Julian a été la décision la plus douloureuse de ma vie, mais aussi la plus profondément libératrice. J'ai fait le choix de me privilégier. J'ai choisi ma famille. Et ce faisant, j'ai préservé l'héritage de ceux qui m'ont élevé dans le West End. J'ai prouvé que notre valeur n'est pas dictée par des abonnements de country club ou par l'esthétique de la vieille bourgeoisie. Notre valeur est inhérente et inaltérable. Elle l'est. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez dû vous éloigner d'une relation toxique pour préserver votre tranquillité d'esprit? Avez-vous déjà dû tenir tête à des personnes qui sous-estimaient totalement votre valeur et tentaient de vous faire vous sentir insignifiant? J'aimerais beaucoup lire vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Partager nos expériences est une façon de guérir et de nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls dans ces épreuves. Si mon histoire a résonné en vous aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne pour d'autres récits sur la résilience, la définition de limites et la réappropriation de votre pouvoir absolu. Partagez cette vidéo avec quiconque aurait besoin de se rappeler que ses racines sont une source d'immense force, et non de honte. Merci infiniment de m'avoir écouté, et rappelez-vous que votre paix, votre dignité et votre indépendance méritent toujours qu'on se batte pour elles.